Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zach en roue libre, 10e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver et on a franchement connu pire comme cadre. On est en direct de Lyon, les amis, vous l'avez vu dans l'annonce de cette semaine. Il n'y avait pas qu'un épisode après l'épisode très cool avec les très sympathiques Alex et Bastien de chez Trash Talk qu'on a fait hier. Nous avons pris le train aujourd'hui, déplacé le matériel direction Lyon et plus précisément le Groupama Stadium. Si vous êtes assidu de Zach en roue libre, vous avez déjà vu ce cadre. C'est le cadre dans lequel on a reçu Anthony Lopez, très grand joueur et très grande légende lyonnaise. Et on vient ici pour recevoir une au moins aussi grosse légende, car aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un, et vous l'avez vu, et franchement, vos messages et commentaires faisaient grave kiffer, la grande Eugénie Le Sommer. Eugénie, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu, même si je suis un peu à la maison, mais toi aussi, donc voilà. Tu vois, comme on se disait, tous les deux à la maison, moi en tant que spectateur, fan, toi t'as déjà joué ici des tonnes de fois. Ouais. La forme ? Ouais, ça va, tout va bien. Tu passes une bonne semaine ? Ouais, pour l'instant ça va. On a gagné contre la Roma mercredi, et puis là on rejoue demain contre Saint-Etienne, le derby, donc c'est un bon match à jouer. C'est ce que j'avais noté là, retour de Rome, belle victoire 3-0. C'est quoi la forme de l'équipe en ce moment ? Bon, on est très bien, l'équipe elle tourne bien, les joueuses sont performantes et voilà, rien à dire, et on fait un beau parcours pour l'instant. On a d'ailleurs le match retour contre la Roma mercredi ici même. Super. Donc n'hésitez pas à venir nous voir jouer. Un match de Champions League, donc c'est toujours cool à jouer ici. C'est vrai que c'est à nouveau un derby. Justement, il y avait un derby dimanche dernier. L'OL a gagné 1-0 et vous avez la lourde tâche de également gagner le vôtre demain soir. Merci d'accepter de venir veille de match, hein, c'est rare. Hein. Ouais, non, mais il faut gagner. Hein. Comme on l'a dit, le derby, c'est important, et c'est important pour le club, pour les supporters et pour nous aussi. Et voilà, on veut gagner et on sait que c'est très important. Les amis, là maintenant que vous avez le plan général, vous avez pu le voir. Merci évidemment déjà d'une à l'OL et l'OL féminin d'accepter et d'avoir mis en place cette émission. Et également le petit détail qui tue, et j'ai vu que vous en avez parlé dans le chat. Bon, voilà, le petit logo Zach en roue libre en fond du stade ici. Bon, vous le voyez peut-être pas si bien que ça, mais je pense que vous arrivez à le discerner et ça, c'est un honneur. Hein. Vraiment, j'aurais jamais imaginé que mon émission puisse avoir son logo justement en fond. Donc, ça régale. On est avec Eugénie aujourd'hui. On va évidemment refaire sa carrière qui est grande, qui est ample, qui est truffée de titres. Vraiment, ça ne manque pas. Mais forcément, si vous ne la connaissez pas tant que ça, et ben, ça va être l'occasion pour vous de découvrir et d'écouter un parcours absolument extraordinaire. On va commencer par le début comme d'habitude. Je vais te demander de te présenter. Eugénie, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Eugénie Le Sommer, j'ai 35 ans. Je suis originaire de la Bretagne, même si j'y suis pas née, mais voilà, j'ai grandi là-bas. Mon parcours scolaire, j'ai fait un bac ES, voilà. Et après, j'ai fait un BPGEPS, je sais pas si tu connais, c'est un diplôme d'éducatrice sportive. Ok, grave voilà, cool ça. Avant de devenir pro. C'était facile de faire la passerelle justement ES à BPGEPS du coup ? Ouais, bah après j'étais à peu près moyenne partout, on va dire, donc le bac ES ça m'allait bien. Et puis ensuite, je voulais travailler dans le sport parce que je savais pas encore que j'allais être pro. Ouais. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et voilà, c'était un diplôme que j'ai voulu faire pour me dire au cas où. Voilà. J'ai vu que tu as dit que tu étais originaire justement un petit peu de la Bretagne parce que tu as grandi là-bas. J'ai vu que tu avais grandi à Grasse également. Et quand j'ai fait des recherches, ça disait que pendant ton enfance, tu avais beaucoup déménagé. Tu avais fait beaucoup de villes, etc. Pourquoi ? Parce que mon père travaillait dans la police, donc il était très souvent muté. Et quand il mutait, on mutait avec lui. Donc j'ai fait beaucoup de villes. Je suis née à Grasse, mais j'ai aussi grandi à Périgueux, en Dordogne. J'ai aussi été à Saint-Malo. J'ai été une ville plus merga, je sais pas si je le prononce bien. Ça c'est dans le Morbihan, ouais. C'est la ville de mes grands-parents, donc magnifique. Qui habitent encore là-bas, et c'est je suis originaire du Morbihan, on va dire, et après on est revenu forcément quand mon père sur la fin de sa carrière de police, on est revenu en Bretagne, et c'est là que j'ai grandi. Je suis arrivée à 9 ans. Voilà. En faisant des recherches, j'ai vu que tu étais issu d'une très grande fratrie. J'ai vu 9 frères et sœurs. C'est comment l'ambiance à la maison quand on grandit aussi entouré de 9 frères et sœurs? C'est rare quand même. Ouais, et c'est vrai, quand on en parle, on me dit vous êtes 9, ouais. Et en fait, pour nous, c'est normal. Mais c'est vrai que pour les gens avec qui tu grandis, même à l'école, quand tu disais que tu avais 8 frères et sœurs, ils te regardaient avec des yeux. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'ai kiffé mon enfance. Tu t'ennuies jamais. Il y a toujours du monde à la maison. Et puis après, j'ai développé plein de choses que j'ai compris plus tard. Mais
Mais grandir dans une famille nombreuse, ça t'aide forcément dans la vie après. Logiquement. Ouais. Et c'était trop bien. Et encore aujourd'hui, c'est trop bien. On fait le compte. Donc, du coup, 8 frères et sœurs plus toi. Ouais. Combien de grands frères, petits frères, petites sœurs, c'est facile, grandes sœurs? je suis pile au milieu. T'es pile au milieu? Je suis pile au milieu, donc je suis la 5e. Il y en a 4 au-dessus, 4 en dessous. Et j'ai un frère au-dessus, un frère en dessous. Et 3 filles au-dessus, 3 filles en dessous. Et au niveau de quand t'étais plus jeune, etc., est-ce qu'il y a eu cet aspect où genre t'as pu être encadré par les grands avant toi-même d'encadrer les plus petits? Ouais, je le dis souvent, j'en rigole des fois avec les filles parce que en fait, j'ai le souvenir de mes sœurs quand elles avaient les plus grandes, elles avaient 10-12 ans, elles changeaient les couches du petit qui venait de naître, quoi. Donc ouais, tu développes de l'autonomie, tu grandis avec et puis t'es cadré aussi. C'est vrai que quand t'écoutes forcément tes grands frères et tes grandes sœurs, donc ça t'aide pour avoir un cadre, un exemple aussi. Je m'en suis beaucoup servi d'exemple. Et c'était des bons exemples. Donc non, c'était top. J'ai parlé parcours scolaire. T'étais comment à l'école niveau élève? Est-ce que pareil, le diplôme, tu l'as eu haut la main et tout? Ça s'est bien passé? Pas haut la main, mais on va dire que j'avais des facilités. Après, le lycée, c'était un petit peu plus dur, mais je faisais toujours un peu le minimum pour être bien. Classique. Mais jusqu'au collège, ouais, j'avais des facilités. Et justement, ça m'a aidé parce que moi, j'étais tellement à fond dans le foot qu'il fallait que l'école, ça aille bien à côté. Donc, ça m'allait bien d'avoir des facilités. Je travaillais pas trop et j'avais des bonnes notes. Donc, ça, c'était bien. Souvent, j'aime demander aux sportifs que je reçois qu'est-ce qui leur a donné leur passion pour le sport. Et toi, je crois que c'était assez simple parce que j'ai lu que tes 2 parents ont pratiqué eux-mêmes le football. Est-ce que c'est de là dont c'est issu? Je sais pas. Je pense une partie oui. En fait, je sais pas comment m'est venue l'idée de vouloir faire du foot, mais ça arrivait très très jeune. Déjà à l'âge de 2 ans, ma mère elle me racontait que je prenais les ballons et je voulais jouer. Et j'avais des grandes sœurs qui l'ont pas fait. Donc il y avait quelque chose en moi qui voulait le faire que elle voulait pas. Elle jouait à la gym, elle jouait à la Barbie, elle faisait de la gym et moi non. Donc j'ai pas eu une influence. Enfin mes parents en ont fait, ils aimaient bien regarder la télé, donc peut-être que c'est comme ça aussi que j'ai un peu compris. Mais c'est vraiment venu de moi et je sais pas, après j'étais mordue, mais vraiment je voulais faire que ça. T'as commencé à jouer à quel âge à peu près? Tu nous as dit 2 ans, les premiers ballons 2 ans. Après j'ai joué dans la cour d'école toute ma jeunesse et puis à l'âge de 4 ans et demi, j'ai dit à ma mère non, je veux faire du foot. Je veux faire du foot en club parce que je jouais déjà à l'école en maternelle et c'est là où j'ai commencé vraiment. Je sais pas vous ce que vous faisiez à 4 ans et demi, mais il y en a à 4 ans et demi, ils ont choisi leur voie. Ouais. Ils ont choisi leur voie, ils ont dit moi je veux faire du foot en club et c'est devenu leur métier, c'est magnifique. Justement, tu m'arrêtes parce que ça c'est pareil, c'est des choses que je trouve dans les recherches, mais je sais jamais si c'est complètement vrai ou pas. J'ai lu à propos de ça qu'au début ta maman était pas forcément pour que tu pratiques le football, notamment à cause de l'expérience un peu négative qu'elle a pu vivre elle-même en tant que femme. C'était quoi son discours à ce moment-là, si tu te rappelles évidemment? Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'as quand même pu t'y mettre du coup? Du coup c'est vrai. Cette histoire et c'était un peu bizarre parce que ma mère avait joué au foot, donc de se dire qu'elle voulait pas que j'en fasse, mais en fait elle avait peur de me mettre dans une situation compliquée, le regard des gens, parce qu'elle l'avait vécu et à son époque c'était encore plus difficile d'être une fille et de jouer au foot, donc elle voulait pas que je me mette dans une galère où les gens allaient forcément juger machin. Mais c'était pas du tout contre moi. Après moi sur le moment je comprenais pas trop pourquoi elle me disait non, mais et en fait elle m'a dit, quand je lui ai dit je veux faire du foot, elle m'a dit je suis pas trop pour, mais tu veux pas. Bon, j'ai insisté. Elle me dit non, bon, je veux pas que tu fasses du foot. Par contre, est-ce que tu veux faire du judo? Moi, je lui ai dit ok, je fais du judo. Mon frère et ma sœur, ils en faisaient. J'avais rien contre le judo. On s'y retrouvait. Il se trouve que je commence le judo, j'adorais ça. Et j'aimais vraiment ça, mais j'avais cette idée du foot. Ça veut dire que je jouais tout le temps. C'était vraiment le truc que je voulais faire. Et pendant 6 mois, j'arrêtais pas de lui dire judo c'est bien, mais je veux faire du foot, Et elle a bien vu, un bout d'un moment, elle a dit bon, ça vient vraiment d'elle, elle veut. Et du coup, à 4 ans et demi, 5 ans, elle m'a dit vas-y, je vais t'inscrire au club du coup de Plumergat, le club du village, quoi. Mais j'étais trop jeune. Donc, ils voulaient pas m'inscrire, j'avais pas le droit d'avoir une licence. Okay. Par contre, ils m'ont dit, tu peux venir à tous les entraînements. Par contre, t'auras pas le droit de jouer les matchs le week-end, les plateaux, les trucs. Donc, pendant quelques années ou quelques temps, en tout cas, t'as fait... Pendant 6 mois, je crois, au moins, j'ai fait que les entraînements. Et après, quand j'ai eu le droit de faire les matchs, on a déménagé. Du coup, j'ai été dans un autre club, mais c'est comme ça que j'ai débuté. Donc, mais ça venait vraiment de moi. Et je me rends compte aussi, et c'est un message aussi que j'ai envie de dire aux gens, c'est que quand les enfants, ils ont une passion ou une envie de faire quelque chose, en fait, faut les laisser, quoi, parce que c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est comme ça que
bah moi j'ai rencontré plein de gens derrière qui m'ont dit ouais mes parents ils voulaient pas que je joue au foot. Et en fait après tu fais des gens qui ont des regrets et qui n'ont pas été là où ils voulaient vraiment être et qui n'ont pas vécu ce qu'ils auraient aimé vivre en fait. Donc c'est valable pour le foot mais pour plein d'autres choses. Et voilà, je trouve que c'est pour l'avoir vécu c'est un beau message à transmettre. Totalement. Et puis c'est des genres de choses que tu captes aussi un peu avec l'expérience, etc. Maintenant que tu as 35 ans, tu t'en rappelles de ça. Ouais, c'est ça. Tu te dis aussi, c'est un peu logique. Quelqu'un qui dit le ballon qui devait faire la moitié de sa taille. Ouais, et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais la seule fille qui jouait au foot. Les gens, ils comprenaient pas trop comment ça se faisait que j'étais mordue comme ça, que je voulais vraiment jouer au foot. Et je sais pas. T'étais dans des équipes mixtes au début ? Oui, dans la cour d'école, j'étais la seule fille déjà, donc je jouais tout le temps avec les garçons. Et après, dans le club, j'étais la seule fille aussi. Donc, je jouais qu'avec les garçons. Mais moi, ça me posait pas du tout de problème. J'étais contente d'être là, contente de jouer au foot, en fait. Et je me rendais même pas compte que j'étais... Enfin, je trouvais même pas ça bizarre, j'étais la seule fille. Pour moi, je voulais jouer au foot, je joue au foot. C'était la question sur laquelle j'ai enchaîné. Est-ce que tu jouais déjà en attaque à ce moment-là ? Parce qu'on sait qu'en primaire, collège, etc., ça peut charrier. Est-ce que tu réussissais quand même à imposer un peu le truc ? Tu marquais des buts ? C'était comment ? Ouais, et c'est pour ça que ça a été plus facile pour moi. C'est que comme j'avais un très bon niveau, les garçons, c'est plus facile de jouer avec eux. Ils te laissent plus facilement jouer. À la fin, même ils me choisissaient en première. Et l'attaque, non, je sais pas, quand t'es petit, tu joues un peu partout. Et ça a dû venir vers, 8-9 ans, où j'étais, peut-être un petit peu avant, où j'étais un peu plus offensive. Au début, t'as pas trop de postes. Et puis après... Voilà. Eugénie Le Sommer, 9 ans, cours d'école, qui envoie les lucarnes, ça l'a choisi en première derrière. Franchement, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, mais c'est marrant. Hein. C'est des souvenirs que je me rappelle, mais c'était la bonne époque où aujourd'hui, je pense que les petits jouent plus trop comme nous, on a pu jouer. Je pense que t'as joué au foot dans la cour d'école aussi. Oui, totalement. Et nous, on tirait les 6 mètres comme c'était des coups francs. Hein. Genre, je m'en rappellerai toute ma vie. École, en plus, j'ai fait l'école à Lyon. Les 6 mètres, c'était des coups francs. Ouais. Ou tu vois, tu fais les classes, je sais pas, on faisait les CM1 contre les CM2. Moi, j'étais une des CM1 qui avait le droit de jouer avec les CM2, des trucs comme ça. C'était la bonne époque. CM1, CM2. Tu m'as rappelé un vrai souvenir. Tu vois ? Ou alors les vestes, c'est entreposé. Après, ouais. On jugeait à la hauteur de manière un peu litigieuse, mais vas-y, tu vois. Non, Ouais. ça c'était le kiff, Le classico CM1, CM2, ils disent dans le chat. Ah ouais, c'est Vous ça. aussi, vous l'avez vécu, ce classico. C'est vraiment ça, c'était notre classico à nous. Hein. Tu avais le ballon en mousse quand tu pouvais pas avoir le ballon en dur. C'était... Et quand il partait chez le voisin et qu'il voulait pas te le ramener. Ou nous, des fois, on jouait sur la période du midi, t'avais pas le droit de sortir de l'école pour aller chercher le ballon chez le voisin. Donc du coup, on se mettait au portail et on disait à ceux qui sortaient pour manger le midi chez eux, tu peux aller chercher le ballon. Est-ce que toi, t'as vécu aussi, parce que moi je me rappelle, ça c'est quand j'étais en primaire, d'abord on a eu un ballon genre classique, Ouais. et ensuite ils nous ont fait passer en ballon en mousse pour pas que les chocs ils soient trop chiants. Et nous on boudait de ouf, et la mousse après, tu sais, elle se détruisait, à la fin t'avais un truc qui ressemblait plus. Quand il pleuvait et tout, T'as vécu ça aussi ? Les gars du chat, est-ce que vous avez vécu ça ? Je sais pas comment on a fait, mais nous on adorait. Mais moi j'ai des souvenirs et c'est là où je me rends compte, ma passion du foot, c'est vraiment un truc de fou. C'est que, et mes copains aussi, c'était ça, mais dès que ça sonnait la récré, on courait pour aller jouer au foot. On revenait quand on était les derniers à revenir en classe quand ça ressonnait pour recommencer les cours. Et c'était ça toute ma jeunesse. Il y a quelqu'un qui dit le ballon de 3 kilos tout mouillé, tu prends un missile dans le buffet. Bon, voilà, je pense qu'on a eu à peu près. Vous savez quoi, je vais pas faire le vieux con. Je pose la question parce que moi j'ai pas d'enfant. Ouais. Et du coup, j'ai pas forcément regardé ce qui se fait dans les écoles primaires récemment. Est-ce que, à l'heure actuelle, parce que je sais que dans les mondes qui nous écoutent, il y a aussi des éducateurs, des gens qui travaillent avec la petite enfance et tout. Est-ce que les primaires actuellement dans la cour, ils jouent encore au foot ? Est-ce que c'était comme à l'époque ou quoi ? Ouais. Ou alors est-ce que c'est un peu différent, ils font des choses autres ? La question, c'est pas de faire le vieux con, de dire ils sont tous sur TikTok et tout. Non, c'est pas le sujet. Je pose vraiment purement la question. Est-ce que c'est une bonne question. c'était comme il y a 20 ans, concrètement ? Parce que nous, il y avait que le foot et c'était ça. Hein. Parce que nous, c'est la même qu'avant. Je vois, on me dit, en primaire, oui, au collège, moins. Ok, il y a aucune diff. Ça joue qu'au foot, ballon de basket interdit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'était souvent interdit. Ah, mais tu peux pas jouer au basket avec un ballon en mousse. Bah non. Ah, désolé. Hein. Enfin, tu peux, mais dans ce cas, c'est un peu bidon, tu vois. Ouais, je vois que ça me dit, ok, ils me disent à peu près pareil. Très bien, merci. C'est aussi à ça que sert le chat, donc vous régalez les amis. Et comme d'habitude, si pendant l'émission vous avez des petites questions et des petits trucs pertinents à faire remonter à Eugénie, je suis là, je vous sers un petit peu de passerelle. J'ai vu que du coup, c'est allé jusqu'à tes 14 ans où tu as intégré la formation du FC Lorient qui a lancé une section féminine. Comment ça s'est passé, cette intégration à la formation ? Parce que là, on passe quand même à un niveau tout autre. Là, on n'est plus dans la cour d'école. Là. Non, mais en fait, ça, je l'ai appris au fur et à mesure que j'ai joué. À un moment donné, on me dit, quand tu auras 14 ans,
faudra que tu changes d'équipe parce qu'en fait, tu pourras plus jouer avec les garçons. C'est vrai que quand t'as 8-9 ans, t'y penses pas, c'est loin pour toi. Et donc, arrivé à mes 14 ans, je me dis, mais je vais faire quoi en fait? Faut que je trouve une équipe de filles parce que t'as plus le droit de jouer avec les garçons. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en parallèle, j'étais aussi en sport-études qu'avec des filles où on avait les entraînements après les cours et tout. Et j'ai eu la chance qu'en fait, entre filles de ce sport-études, on avait tout à peu près on avait le même âge. Et on a créé une équipe féminine au FC Lorient. Donc du coup, on a eu cette continuité où on jouait dans le championnat U15 garçons. Okay. Et en fait, on était une équipe de filles dans le championnat garçons. Donc ça a été ma transition plutôt bien. Donc vous n'aviez pas le droit de jouer avec des garçons, mais vous avez le droit de jouer entre filles contre des garçons. On va savoir pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que... donc j'ai fait... on avait le droit à une saison comme ça. Et ensuite, on a intégré avec la même équipe. On a commencé au plus bas niveau des filles, du coup. On venait de créer l'équipe, donc du coup, on mettait des scores à toutes les équipes. On a commencé en district. Okay. Après, on est monté niveau région. Et au moment où moi, j'arrivais à mes 17-18 ans, on n'a pas réussi à monter en D2. Et du coup, c'est là où je suis partie en première division à Saint-Brieuc. Comment ça se passe, la formation? Qu'est-ce que tu y apprends? Est-ce que tu avais des évolutions dans ton jeu? Est-ce que vous étiez encadré quand même? Vous avez des formateurs, des éducateurs, des entraîneurs? Parce que vu que c'était la naissance d'une section, est-ce que c'était... Parce qu'on y retrouvait un peu le classique, quoi. Ouais, après, moi, j'étais... c'est vrai que j'ai toujours évolué dans des petits clubs près de chez moi. Et par contre, j'ai eu le cursus dès l'âge de 12 ans du sport-études. Donc, ma 6e, j'ai fait en section sportive. Et après, 5e, 4e, 3e, je suis partie en internat, sport-études. Où c'était bien cadré, c'était des entraînements tous les jours avec un plutôt bon niveau et avec des coachs qui amenaient de la rigueur, de l'exigence, donc ça m'allait bien. Et je pense que ça a été aussi des années très importantes pour moi dans ma progression et ça m'a un peu lancé. C'était le haut niveau de mon âge, quoi. Ouais, je vois. De ta catégorie. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui a fait que du coup t'as envisagé après derrière d'en faire vraiment une carrière? On va parler après forcément du moment où t'as rejoint le Stade Briochin, mais... En fait, il n'y a pas eu de moment vraiment... Moi, au départ, je fais du foot, c'est juste pour kiffer. Et en fait, je vois que j'ai un bon niveau, je suis bien. Et en fait, je me disais juste, vas-y, va voir là jusqu'où tu peux aller, mais sans me dire je vais être pro, parce que ça n'existait même pas. Mais c'était juste être la meilleure possible et de me dire, en fait, j'ai pas de limite et je fais ce que j'aime et je progresse et je fais des tournois de plus en plus importants, etc. Donc, je regardais toujours en haut et c'est comme ça que je me suis construite. Mais j'avais pas d'ambition d'être là aujourd'hui parce que à l'époque, c'était impossible. Oui. Donc, ma motivation, c'était juste de devenir une meilleure joueuse chaque jour. Et c'est comme ça que je me suis construite. C'était quoi l'état du football féminin en France à ce moment-là? On sait que le championnat a démarré dans les années 70. Qu'à ce moment-là, dans ta formation, donc j'ai regardé vite fait les années histoire d'être carré, c'était des équipes comme Juvisy, Montpellier et bientôt l'OL à ce moment-là, effectivement, qui domine avec des joueuses. J'avais noté Marinette Pichon, Sandrine Bretigny. Je connaissais même pas la D1. Enfin, je sais pas, quand je suis au collège à l'âge de 14-15 ans, je savais qu'il y avait une équipe en D1 à Saint-Brieuc, mais je savais même pas contre qui elle jouait, je savais pas ce que c'était vraiment le niveau. Enfin, je sais pas, j'étais encore dans mon truc de Est-ce que tu regardais du foot tout court? Ouais, je regardais tous les matchs des garçons. J'étais à fond, foot masculin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de foot féminin à la télé. Il y en avait quasiment pas. Moi, j'ai pas eu de modèle fille, en fait. Mes modèles, c'était des garçons. C'était intéressant, je me demandais s'il y avait justement peut-être... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça change, parce qu'aujourd'hui, les petites filles, elles peuvent s'identifier à nous, et c'est complètement différent. Mais moi, à mon époque, c'était les garçons. Je regardais les matchs des garçons, j'allais au stade, j'étais du coup au FC Lorient, j'allais tous les matchs, tous les week-ends. T'as vu quoi? T'as vu le FCL de l'époque? C'était quoi? C'était d'Archeville peut-être à ce moment-là, les joueurs comme ça? Il y a eu Gourvenec, il y a eu, comment il s'appelait, qui était au Barça aussi, numéro 6. Dans le chat, j'ai perdu son nom. Ouais. Dans le chat, ils sont forts, ils vont dire numéro 6. Un milieu de terrain trop fort. Seydou Keita? Ouais. Ah, Seydou Keita. C'est ça, ouais, il est à Lorient. Après, l'immense Seydou Keita. Il y a eu Croupi. Après, je sais pas si tu connais le Elie Junior Croupi, qui est officier maintenant, c'était son fils, ouais. Mais ouais, j'ai suivi toute cette période, j'allais au stade, même une fois, j'étais à l'aéroport voir les joueurs pour avoir des signatures et tout. Non. T'étais fan de qui? Du FCL? Non, ouais, du club. Parce que, en fait, je suis arrivée à l'âge de 9 ans à Lorient, et du coup, le club de la ville haut niveau, ils venaient de monter en Ligue 1 et tout, donc c'était eux que je suivais. Et en plus, mon père s'occupait aussi de la sécurité au stade, donc j'allais avec lui. Ouais, c'était un tout. Ouais, c'était, ouais. Est-ce que tu avais des joueurs, du coup, j'allais dire joueuses aussi, mais du coup, tu viens de nous dire, qui t'inspiraient plus jeune, en particulier en dehors de ceux du FCL, parce que... Forcément, par rapport à ma génération, moi, c'était Zidane. Zidane, la Coupe du Monde 98, j'avais 9 ans, j'ai encore des souvenirs.
Et voilà, c'était notre joueur. Tout le monde voulait être Zidane. C'est vrai. Je pense que quand on réfléchit, c'est vrai que est-ce que quelqu'un atteindra le niveau de popularité qu'avait Zizou en France dans les années 2000 ? Certains peuvent dire Mbappé, bon, c'est d'arrêter un peu moins fou pour lui, mais après, je sais pas. C'est vrai que Zizou dans les années 2000. Zidane, ouais. Et puis, il met les 2 buts en finale. C'était un truc de fou. Nous, on n'entendait parler que de lui. C'était une aura. Ouais. C'était Zidane. Je crois qu'à l'époque, il avait fait une sorte de pub Kinder Bueno, un truc comme ça, ou je sais plus quoi, ça m'avait marqué. C'était incroyable. Ouais. Oh là là, ces années-là. T'as fait une année, j'ai noté, à Clairefontaine et tout. Comment elle s'est déroulée ? Pourquoi qu'une année d'ailleurs ? Ouais, c'est une bonne question. Donc du coup, quand je finis le collège, donc je suis en sport-études 3e, et puis faut choisir le lycée, et donc du coup il y avait Clairefontaine pour les meilleures joueuses françaises. Et j'hésitais entre Clairefontaine ou rester avec mes copines du sport-études régional qui allaient au lycée en sport-études régional encore. Et bon, je me dis Clairefontaine, c'est dur de refuser, trop bien, j'avais fait les tests, je suis prise. J'étais un peu deg de quitter mes copines, mais en même temps, c'est Clairefontaine. Donc je vais là-bas, et en fait, au niveau foot, c'était trop bien. Ouais. Enfin, moi, c'était ce que je voulais, c'était le haut niveau. C'était quand même, il y avait des très bonnes joueuses. Et les infrastructures aussi, tout ça, machin, c'est un peu le rêve quand tu es à cet âge-là. Mais en même temps, il y avait, je sais pas comment expliquer, mais bon, à cette époque-là, les autres filles, elles n'avaient pas la même ambition que moi j'avais. Ça veut dire, d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a plein qui ont arrêté le foot, elles sont rien devenues dans le foot. Ok. Et en fait, c'était pas assez sérieux pour moi. Ouais, j'aimais pas l'ambiance du truc, tu vois. C'est paradoxal. Ouais. Parce qu'on se dit, Clairefontaine, justement, c'est peut-être là où ça va être le sérieux. Toi, t'y allais, c'était pas sérieux. J'étais plus sérieuse dans mon sport-études régional, limite, que là-bas, ouais. Et donc, du coup, il n'y avait pas une ambiance de fou entre les filles et tout. J'ai pas forcément kiffé. En plus, je faisais 4 heures de train le vendredi soir pour rentrer chez moi. Passer le week-end et tout. Ouais. Je jouais dans mon club le week-end. Dimanche soir, je refaisais 4 heures de train, donc c'était aussi un peu chiant. Et je me disais que je pouvais avoir des entraînements tous les jours si j'allais au sport-études du lycée région avec des filles qui avaient un très bon niveau que je connaissais déjà. Donc du coup, je suis partie au bout de la première année. Et bon, ils voulaient pas me laisser partir forcément. Ouais. Et ils m'ont même punie. J'étais en équipe de France U17. Ils m'ont pas pris la sélection d'après parce que ils estimaient que je ne devais pas partir de Clairefontaine comme ça. Mais au final, j'ai aucun regret et c'était le bon choix pour moi. Je me sentais pas forcément bien, bouche déprimée, mais pas du tout. Hein. Je m'entendais bien avec tout le monde, mais je sentais que c'était pas dingo. T'arrivais à t'en sortir, toi, en termes de niveau pur à Clairefontaine ? Genre, est-ce que tu sentais que t'étais parmi les meilleurs ? Ouais, j'étais bien. Je sais pas, j'étais dans. Est-ce qu'on t'a repéré là-bas ? Bah déjà, pour y aller, t'es forcément repéré. Après, j'étais dans les meilleurs de ma génération. Mais j'étais pas la meilleure. J'étais pas la meilleure. Et c'est aussi ça, c'est que tu sais pas qui va devenir quoi. C'est que tu peux être très bonne. Il y avait des filles qui étaient un peu meilleures que moi, mais elles ont pas percé après. Et du coup, c'est à quel moment de cette formation ? C'est après Clairefontaine ou alors c'est au Stade Briochin que tu décides de te lancer professionnellement ? Est-ce que même au Stade Briochin, t'étais pro ou alors c'est arrivé après ? En fait, c'est intéressant ça, tu vois. Les premiers contrats pro sont arrivés en 2009. Ça veut dire que moi, j'avais 20 ans, 19 ans. Okay. T'avais déjà fait 2 saisons de D1 à ce moment-là. J'avais déjà fait 2 saisons de D1 et là, ils disent, ça y est, il y a des contrats en D1. Et du coup, c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat pro. Mais c'était... Donc en 2007, tu jouais en Division 1, t'avais déjà mis plus de 10 buts en l'équivalent Ligue 1, du coup, et t'étais pas pro. Il y avait une rémunération quand même ou c'était... J'avais 200 € par mois et c'était des primes de match. C'était pas du tout... tu peux pas dire t'es pro. C'était comme si t'étais quelqu'un qui jouait tous les week-ends. Ok. Comme un mec qui veut jouer au foot par passion, quoi. Et moi, c'était ça. Et les contrats sont arrivés comme ça. Et du coup, là, ça a un peu changé dans ma tête où je me suis dit, je peux être pro. Enfin, l'année d'avant, quand j'ai su que les contrats ils arrivaient, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir faire une carrière pro. Et du coup, tu travaillais à côté à ce moment-là ? Non, ou alors tu faisais encore tes études ? C'était juste la période où je finissais mes études, en fait. Et du coup... Je me permets, je trouve ça dingue. Ouais. Parce que ça veut dire qu'en week-end, tu jouais en Ligue 1, donc meilleur niveau, 1, ouais. Et la semaine, t'avais les cours et les entraînements. Ouais, c'est ça. Hein. C'est fort. Ouais, aujourd'hui, la motivation, c'est pas la même pour les petites qui ont 15 ans. Elles se disent, je peux... Mais au moins, j'ai vécu ça et je suis très fière de l'avoir vécu et de voir aussi d'où je suis partie, comment ça a évolué.
Tes coéquipières, à ce moment-là, celles qui n'étaient pas en études, elles travaillaient à côté, du coup, je suppose? Pour certaines, peut-être. Oui. Il y en avait, c'était prof, kiné. Il y avait tous les métiers, ouais. C'est fou. Ouais. Donc du coup, comme tu l'as dit, à ton retour, tu t'engages au Stade Briochin. Vraie question, quand j'avais cliqué sur Stade Briochin, la section Wikipédia, ça m'a envoyé vers la team féminine de Guingamp. Ouais. En fait, ça s'est transformé. C'est ça. C'est que Guingamp a racheté la section féminine du Stade Briochin 2 ans après que je sois partie, je crois. Et c'est pour ça que en fait, c'est comme si j'avais joué à Guingamp, qui était anciennement Saint-Brieuc. Dans quelles conditions elle s'effectue ton arrivée là-bas? Ils t'ont repéré, c'était le truc, c'était comment? Il m'avait déjà contacté depuis mes 15-16 ans. Mais moi, j'étais dans mon club à Lorient avec, encore une fois, mes copines, avec un bon niveau à l'entraînement, parce que la plupart des filles avec qui je jouais, elles n'avaient pas le niveau district ou région. Il y en avait qui étaient proches des rassemblements équipe de France. Il y avait un bon niveau. Et en fait, j'ai intégré Saint-Brieuc parce qu'on n'a pas réussi à monter avec Lorient. Et je me suis dit, là, il faut que je parte parce que j'ambitionne de jouer au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est la D1. Et c'était Saint-Brieuc, le club à côté de chez moi. Enfin, le plus près de chez moi, c'était à 1h30, mais c'était le club en Bretagne qui était en D1. Donc, c'est pour ça que je vais là-bas. Et ils m'avaient repéré. J'étais là, à cette période-là, j'étais la meilleure de ma génération. Donc, c'était logique pour eux que je signe là-bas. Et je fais 3 saisons là-bas. Et au bout de la 2e saison, j'avais déjà des contacts avec des clubs de D1. Mais c'est paradoxal. Mais je voulais finir mon cursus, ma formation que j'avais commencée. Je voulais pas partir comme ça. Je m'étais dit, non, je finis ça. C'est ce que j'ai noté. J'ai noté qu'au bout de la 2e saison, tu avais le PSG qui était venu vers toi? Ouais. PSG, j'avais Montpellier, les gros clubs français, quoi. Mais je voulais pas. Je voulais terminer ce que j'avais commencé. Et je m'étais dit aussi, c'est bien pour ma progression, parce que là, je suis dans le championnat, je joue tout le week-end et je continue de progresser. Je sentais que je voulais finir cette étape et après aller dans un club. Quand j'ai un sportif, en général, je lui demande toujours ça sur ses débuts en pro. Quand tu es arrivé en division 1, donc toi, tu es attaquante. Ça a été quoi les différences qui t'ont marqué par rapport à ce que tu as connu sur les niveaux d'avant? Parce que du coup, la division 1, ça doit être le meilleur niveau. En tout cas, c'est le meilleur niveau qu'il y a en France. Est-ce qu'au niveau des défenseuses que tu rencontrais, défenseurs, désolé si j'ai un type de langage que je prononce mal. Défenseurs, excusez-moi. Est-ce qu'au niveau des défenseurs que tu as rencontrés, c'était plus difficile? Est-ce qu'au niveau du physique, du rythme, est-ce que tu as vu un truc qui t'a marqué? Oui, c'est un peu tout qui augmente de niveau. Tu as plus d'intensité, le niveau technique des filles, les défenseurs qui sont plus athlétiques, plus fortes. C'est un tout. C'est tout qui va augmenter, quoi. Sur ta première saison, j'ai noté une 20aine de matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'était quoi? Ouais, c'était une petite saison. J'étais pas satisfaite de moi. Je faisais des bons matchs, mais j'étais pas assez décisive. Et après, j'étais dans une équipe où on jouait le maintien, parce que c'était un petit club de l'AD1. Oui. Maintien à 2 points près, j'ai noté cette saison. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi de connaître ça, parce que là, on peut penser que ma carrière, mais j'ai aussi connu des difficultés dans mon club. Et d'ailleurs, la dernière saison où je pars, je voulais absolument qu'on se maintienne avant que je parte, parce que je me voyais pas partir sur une descente. Et ça aurait été trop difficile pour moi. Donc voilà, j'ai aussi joué à fond le maintien. Et c'était trop bien. Et ça a été une grosse saison pour ma part. T'avais des coéquipières qui t'ont marqué sur ce passage au Stade Briochin, justement, qui t'ont aidé peut-être à t'intégrer, qui t'ont donné des contacts, ou des conseils, pardon, surtout au-delà des contacts, c'est ça que je voulais dire? Non, après, j'ai pas une personne en particulier, mais toutes les filles, on a été j'ai été bien accueillie, forcément. Après, moi, j'étais quelqu'un qui écoutait les plus anciennes, les conseils, comme c'était ma première saison en D1 quand je suis arrivée. J'écoutais les conseils qu'elles pouvaient me donner, ouais. Sur cette 2e année, j'ai vu que tu as cartonné un petit peu plus. Vous finissez 6e. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur de la relégation. Ouais, non, on était bien. Ouais. Un bon classement. 10 buts, 9 passes décisives. Ça te vaut d'être nominée pour le titre de meilleure joueuse du championnat. Ça y est, l'acclimatation était faite. Saison 2, tu as pris tes marques? Ouais, c'est ça. Toute ma carrière, ça a été un peu ça. Hein. J'ai eu une progression et ma 2e saison en D1 où j'ai une progression par rapport à la première. Donc, je continue dans mon évolution et c'est une suite logique pour moi. Mais je me dis, je peux encore faire mieux. Et la saison d'après, effectivement, je fais encore mieux. Oui. Saison d'après, je le dis pour elle, hein, ils finissent 9e, mais tu termines meilleur buteur du championnat, 19 réalisations. Ouais. Comment tu décrirais ton style de jeu? Je suis une joueuse, je pense, assez complète, polyvalente. Et c'est aussi ce qui fait que je peux jouer à beaucoup de postes sur la ligne offensive. Moi, j'ai joué à tous les postes. Et... Sur les ailes, en neuf, 2e attaquant. Ouais, c'est ça.
et dans différents systèmes. Et après, je suis une joueuse qui joue avec sa tête. Et je pense que j'ai toujours, parce qu'on pourrait penser que c'est avec l'expérience, mais j'ai toujours voulu bien jouer, le jeu en mouvement, le jeu en une touche de balle, voilà, tu libères un espace pour une autre, des choses comme ça. Ça fait plaisir, c'est ça. mon jeu. Et voilà, après, je suis une joueuse qui aime être dans la surface, qui aime être décisive, marquer des buts, faire des passes décisives. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, elle le dit humblement, on est face à quelqu'un qui a 350 buts. Même plus en compte un peu. Genre 350 buts en club, parce que si après on va à l'équipe de France, on monte à au-dessus de 400. Donc autant vous dire que sincèrement, on est sur quelqu'un. Je me permets, parce que je remonte un petit message que j'ai trouvé vraiment sympa dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit: ma fille de 8 ans ne jure que par Eugénie et Daniel. Et c'est génial de l'avoir s'identifié et pouvoir prendre des joueuses de ce calibre en exemple. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Je disais que j'ai pas eu, moi, j'avais pas des joueuses où je pouvais me dire j'aimerais bien faire comme elle, ou voilà. Donc c'est même dans le regard des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voient des filles à la télé, ils disent pas le foot, c'est pas pour les filles. Bah si, parce qu'aujourd'hui, t'en vois. Mais moi, à mon époque, limite, tu voulais dire c'est vrai, il y en a pas, mais mais voilà, c'est comme ça. Pourquoi avoir refusé le PSG à ce moment-là? Comme tu disais, c'était le fait de vouloir finir tes études. C'était pas possible d'aller faire la 3e année à Paris? Même après, ils sont venus. Enfin, quand j'ai signé à Lyon, il y avait aussi le PSG. Mais le projet était pas le même. Et si je signais au PSG, financièrement, c'était pas pareil. Les infrastructures, c'était pas pareil. Et puis, à ce moment-là, Lyon, c'était la meilleure équipe française. Oui. Moi, j'aspirais au meilleur. Et en plus, c'était, j'ai aussi grandi avec la période Lyon des garçons. 2001, 2002, voilà. 2002, 2003, 2004. Donc pour moi, c'était un grand club français. Au niveau des garçons, au niveau des filles, c'était la meilleure équipe française. Elle jouait la Ligue des Champions, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule équipe qui jouait la Ligue des Champions. Et moi, je rêvais de jouer la Ligue des Champions. Donc au final, j'ai pas trop hésité. J'avais plus de certitude à jouer si j'avais signé au PSG, mais j'ai choisi Lyon et voilà. C'est quoi les coulisses du transfert? Comment il se fait à ce moment-là? Genre, est-ce que à ce moment-là, c'est le classique, genre t'as un agent, ça prend contact Non, pas avec du toi? tout, pas du tout. Non, j'avais pas d'agent. Et c'est le coach qui m'avait appelé. J'avais un contrat qui se terminait. Enfin, il n'y avait pas de transfert ou quoi. Et le coach qui m'appelle, qui me dit qu'il est intéressé. Je suis venue le rencontrer les dirigeants ici. C'était qui le coach à l'époque? C'était Farid Benstiti, qui au final, c'est lui qui a fait les premiers contacts et après il n'a pas été gardé. Du coup, c'est Patrice Lair qui était là quand j'ai fait ma première saison, mais je l'avais rencontré aussi. Et puis après, j'ai eu le petit coup de fil de JMA aussi, qui m'a appelé sur mon téléphone, qui m'avait laissé un message et ça m'a marqué aussi. Ouais. Donc forcément, j'ai pas hésité longtemps. On sait que Jean-Michel Aulas a toujours voulu justement investir et faire en sorte que le football féminin puisse se développer. La preuve avec l'hégémonie de Lyon au niveau du championnat français. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi? Bah oui, déjà quand il t'appelle, à ce moment-là, moi je n'imaginais pas comment il était impliqué dans l'équipe féminine. Mais quand il t'appelle, moi j'avais 19 ans, j'avais jamais reçu un coup de fil comme ça, tu vois. Donc non, ça faisait quelque chose. Et après, pour dire son implication, moi ça a été le premier truc où je me suis dit waouh. Et après, il venait à tous nos matchs, il était vraiment impliqué. Enfin, il était au courant de ce qui se passait dans l'équipe. Voilà, c'était quelqu'un. Enfin, c'était pas qu'une image qui véhiculait, c'est vraiment, il était impliqué, quoi. En arrivant à Lyon, tu arrives dans un environnement de championne de France qui remporte le titre depuis déjà quelques années, avec un groupe de filles avec qui tu joues encore aujourd'hui pour certaines. Ouais. J'ai noté des noms: Wendy Renard, Sonia Bonpastor, Camilla Billy, Amel Majri, qui à cette époque a 18 ans, voilà. Amandine Henry ou encore Sandrine Brettini. Comment ça se passe ton intégration dans un groupe qui déjà gagne avant que tu arrives? Ouais, et là tu as cité les Françaises, mais il y avait des étrangères très fortes à l'époque. Donc je sais que je mets les pieds dans un club où l'équipe elle avait été en finale de Ligue des Champions, donc elle tourne très bien, elle est déjà championne de France. Donc je sais que je vais devoir faire mes preuves pour pouvoir jouer. Après, il y en a certaines que je côtoyais déjà en équipe de France. D'accord. Donc ça m'a aidé forcément à m'intégrer après dans l'équipe. Et après, je pense que le fait d'avoir beaucoup bougé dans mon enfance, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup d'écoles, beaucoup de tout. J'ai réussi à m'adapter et je pense que j'ai eu cette qualité d'adaptation plus facile que d'autres. Et après, ça a été le travail, l'écoute. Voilà, je suis arrivée, on va dire, un peu sur la pointe des pieds, mais en même temps, sur le terrain, je voulais montrer qui j'étais. Parce qu'il y avait une grosse concurrence quand même. Ouais, il y avait une très grosse concurrence, surtout offensivement. Enfin, tu as cité les noms.
Il y avait Lotta Schelin aussi, la Suédoise. Ils en parlaient dans le chat, ils l'ont cité. Ouais. Il y avait Elodie Tomis, Lara Dickenman aussi, une joueuse très forte, Louisa Nessib. Donc je mettais les pieds dans une équipe très forte. Mais à la fois, je savais aussi que j'avais des qualités qui étaient aussi différentes d'elle. Et c'est ce qui fait aussi la beauté d'une équipe, c'est que tu as des joueuses un peu différentes qui peuvent jouer ensemble et apporter quelque chose de nouveau. Quand j'ai regardé un petit peu justement au niveau des matchs, comment ça s'était passé pour toi, t'as marqué très vite au final. Ouais, je me suis très vite intégrée en fait. J'ai joué très vite. Alors au début, je jouais pas tout le temps 90 minutes. Des fois, j'étais sur le banc, des fois, je rentrais. On avait aussi beaucoup de matchs parce qu'on jouait à la Ligue des Champions, donc ça me permettait d'avoir du temps de jeu. Et ouais, j'ai été très vite décisive. J'ai fait une bonne saison sur ma première saison et ouais, ça s'est bien passé assez vite. Ouais. C'était comment la découverte de la Ligue des Champions? Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Mon premier match, je me rappellerai toujours. C'était en plus, c'était contre Twente. Et c'était là-bas. Et puis en plus, il y avait la musique de la Ligue des Champions. Alors que normalement, ils la mettent pas trop pour les filles. Et puis en plus, maintenant, c'est plus la même musique. Mais sur le moment, ouais, c'était un nouveau truc que je cochais dans ma carrière. Et j'avais les yeux comme ça. Et en plus, je crois que j'ai marqué pour mon premier match de Ligue des Champions aussi. Donc non, c'était un truc de fou. Le flow, magnifique. Alors, justement, j'ai noté 28 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Premier titre de championne de France pour toi. Mais ce qu'on va retenir, c'est surtout le premier titre de championne d'Europe. Ah oui. Magnifique. Les demi-finales face à Arsenal, d'abord, ouais. Mais surtout la finale face à Potsdam, qui semble comme une revanche, parce que défaite l'année d'avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces demi-finales et de cette finale? Parce que demi-finale face à Arsenal, c'est déjà un gros morceau. Ouais. Déjà, moi, c'était un rêve de la jouer. Je viens ici, je sais que je vais la jouer, mais elles avaient été en finale l'année d'avant. Mais voilà, c'était les clubs français étaient encore au début, en Ligue des Champions, on n'avait encore jamais gagné. Et ouais, c'est un truc de fou. De faire déjà la demi-finale. En plus, je joue le deuxième match, je marque aussi en demi-finale, donc je me dis, ouais, c'est énorme, quoi. Et après, la finale contre Potsdam, donc une équipe allemande, à cette époque-là, c'était l'équipe, quoi. Elles avaient de très bonnes joueuses. Elles avaient gagné l'année d'avant, donc un très gros morceau. Et on gagne le match. Je rentre en cours de jeu. C'est ce que j'allais dire, t'es décisive aussi en finale. Je fais une passe décisive sur le deuxième but du match. Et ouais, c'était incroyable. Et en plus, je l'ai vécu aussi avec toutes les filles pour qui c'était la première fois. Donc c'était une ambiance de dingue. Des souvenirs qui restent gravés. Et ta première Ligue des Champions, c'est beau. Et ouais, c'était au-delà de mes espérances sur ma première saison ici. Est-ce que cette Ligue des Champions plus tard, après cette première, on ressent toujours un kiff après? Ouais, non, vraiment. En fait, elles ont toutes une saveur particulière. Okay. Et je peux pas en choisir une plus que l'autre, même si la première, forcément, il y a quelque chose. Parce tu découvres. Tu découvres, c'est la première. Même si moi, j'avais l'ambition, je me disais, ça va être difficile, mais je savais pas si j'allais la gagner un jour dans ma vie. C'est sûr. Mais j'avais cette ambition de toujours vouloir être en haut, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu te dis, ouais, j'ai gagné 8 fois, mais c'était pas 8 fois facile, c'était des 8 parcours différents, c'était des fois des 0-0 en Russie, je m'en rappelle. Il y a des matchs... des matchs bourbiers un peu. Ouais, c'était difficile. Mais quand tu vois 8, tu dis tout de suite, ouais, c'est... C'est la folie. C'est la folie, mais en même temps, tu te dis c'est facile. Mais non. Est-ce que, t'as cité des matchs en Russie, est-ce qu'il y a un déplacement en particulier, genre bourbier que t'as fait, que ce soit pour les conditions de jeu ou alors l'équipe en face, un truc comme ça, genre qui t'a marqué? Le truc de fou, c'est le Kazakhstan. Tu vas jouer au Kazakhstan. T'as joué au Kazakhstan? Ouais, en Ligue des Champions, mais c'est quoi, c'est Karabakh ou un truc comme ça? C'était Astana? Non, c'était plus loin qu'Astana, c'était pas Karabakh, c'était un autre club. Oh là là. Et on a eu 8 heures de vol pour jouer un match de Ligue des Champions. Je sais pas si tu vois, mais c'est sport. Ouais. Et décalage horaire, avion. Ouais, c'était un déplacement. Tu te dis waouh, c'est loin. Et donc ça, c'est un déplacement marquant. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, la Russie. Maintenant, c'est un peu plus dur. Ouais, c'est la Russie dans la neige. Ouais, il y a eu après, des pays dans le froid où vraiment tu te dis waouh, tu mets les collants, tu mets tout. La Suède, la Norvège, l'hiver, ouais, c'est costaud. Sur ta deuxième saison, j'ai noté que tu as fait encore mieux. 22 buts en D1, donc voilà, meilleur buteur, mais surtout un nouveau titre de championne d'Europe où tu finis meilleur buteur de la compétition avec un penalty en finale. À nouveau une élimination de Potsdam, mais plutôt dans la compétition cette fois-ci. 9 buts, il me semble, si mes souvenirs sont bons.
Les souvenirs sont plutôt bons et les tirs sont encore mieux, logique. Raconte-nous ce deuxième titre qui a, du coup, je pense, une saveur différente. Parce que là, cette fois, t'es une actrice encore plus affirmée de celui-ci. Bah, déjà, tu te dis, bon, on a gagné. C'est difficile de gagner 2 fois de suite. Mais voilà, on a une équipe ambitieuse, on a une équipe forte. On a envie de gagner la compétition. On se dit que ça va être difficile. Et ouais, de gagner... Enfin, déjà, sur la saison, ouais, je me suis un peu plus affirmée. J'ai beaucoup joué. Donc, j'ai pas le même statut que ma première année. Je suis un peu plus installée, on va dire, même si t'es jamais vraiment installée ici. Mais et ouais, je finis meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Et surtout, j'étais décisive sur une passe décisive la première année, mais la deuxième année de marquer en finale, ouais, c'est encore un truc de fou. Et on se dit, bah ouais, on a gagné 2 fois de suite, c'est énorme. Tu te plaisais bien dans la ville à ce moment-là, vu que c'était ta deuxième année et tout ça, que tu restais quand même assez jeune et tout. Est-ce que... Ouais, non, mais la ville de Lyon, j'ai aimé dès le début. J'ai bien aimé. Il manque juste la mer ici. Bah, parce que moi, j'ai grandi à côté de la mer et c'est ce qui me manque le plus. Tu sais quoi? Moi, j'ai une take sur ça, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends ça. Moi, je trouve que c'est pas si mal qu'il n'y ait pas la mer ici. Ce serait, ouais, parce qu'il y a déjà beaucoup de touristes. Alors, imagine s'il y avait la mer en plus. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça pourrait jouer contre la ville, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'avoue que la mer, c'est pas mal. Sur cette année-là, j'ai aussi noté, parce que forcément, il y a un autre passage de ta carrière important, c'est l'équipe de France. Ouais. 2011, c'est la demi-finale de Coupe du Monde que vous perdez contre les Américaines. Comment ça se passe, tes débuts en équipe de France, et notamment cette Coupe du Monde? Mes débuts en équipe de France, en fait, j'ai commencé en février 2009, mais en décembre 2008, on avait la Coupe du Monde du vin. Et du coup, je fais une grosse Coupe du Monde du vin, je suis dans les meilleures joueuses de la Coupe du Monde, meilleure buteuse. Et ça peut sembler une suite logique, mais moi, dans ma tête, j'ai fait ma Coupe du Monde et je me dis, bah, faut que je continue à progresser dans mon club, on verra si je suis appelée, mais pour moi, c'était encore loin. Et il se trouve que 2 mois après, je suis appelée par le sélectionneur de l'époque et ouais, j'étais trop contente. C'était un truc de fou, quoi. Surtout que je sortais à peine des U20, tout de suite, j'ai même pas eu le temps de... Voilà, tout de suite, je suis appelée. Et voilà, trop contente. Après, je me dis, bon, c'est bien d'être appelée. Maintenant, bah, il faut rester, quoi. Donc, ma première année, 2009, on a l'Euro en fin de saison. Ouais. Donc, je fais l'Euro. Bon, ça se passe pas très bien pour nous. On est éliminé en quart de finale. Au tir au but. L'année d'après, il n'y avait pas de compétition, donc 2010. Et l'année d'après, c'est 2011, la Coupe du Monde. Où là, bah, c'est Coupe du Monde en Allemagne, donc il faut se remettre le contexte. C'est que l'Allemagne, au niveau du foot féminin, elles sont déjà très fortes. Ouais. Elles ont gagné je ne sais pas combien de titres. C'est une équipe très très forte. Et en fait, ils annoncent la Coupe du Monde comme un truc de fou. Il y aura du monde dans les stades. Et c'était un peu une première pour nous d'avoir autant de monde dans les stades. On a joué devant 50 000 personnes. Ah ouais, c'était blindé? Ouais. On sait que les Allemands, ils ont cette fibre un peu foot, ça. stade plein Des et tout. On le voit en Bundesliga, ouais, 2, même 3. Et non, c'était... En plus, bah, on était un peu les outsiders. Et on va en demi-finale. Donc c'était... Ouais, vous avez battu l'Angleterre en quart, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au tir au but. Donc un sentiment incroyable. Et derrière, on... T'avais tiré? Ouais, j'avais tiré, ouais. J'étais rentrée en cours de match, j'avais tiré mon penalty et j'avais marqué. C'est comment tirer un penalty dans un contexte de pression comme ça là? Je suis contente de l'avoir connu et je l'avais connu aussi en Ligue des Champions parce que en Ligue des Champions, on joue en Allemagne contre une équipe allemande, un stade de 50 000 et bah forcément je vais tirer mon penalty, tout le monde me siffle, machin. Et donc voilà, c'est des moments forts de ma carrière mais qui m'ont servi après. Mais ouais, pour revenir à cette Coupe du Monde, ouais, c'était un très beau parcours. Et on va en demi-finale. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur parcours en Coupe du Monde de l'équipe. Ouais, j'ai l'impression que vous avez souvent buté au quart. Ouais. Genre, j'ai vu sur les 3 dernières Coupes du Monde, quart. De pas grand-chose à chaque fois. Soit des tirs au but, soit un but. Mais voilà. Et... J'ai l'impression que ça reste le regret quand même. Ouais, pour l'instant, oui. Parce que bah, forcément, tu veux aller décrocher quelque chose et demi-finale, tu t'en satisfais pas quand tu veux gagner. Mais bon, après, c'est comme ça, il faut continuer et puis, bah, faut avancer. Hein. Pour revenir sur le tirer un penalty sous haute pression, à ce moment-là, toi, tu fais quoi? Tu sais quoi, je choisis un côté, j'y vais, je réfléchis pas, tu tires fort, c'est quoi? Non, j'avais choisi mon côté et je me dis, bah, allez, je tire là et j'ai tiré là. En plus, bah, la finale de Ligue des Champions, la gardienne a plongé de mon côté. Mais j'avais bien placé, j'avais mis vraiment ras du poteau. Donc, et
Et contre l'Angleterre, je sais plus où elle avait, je sais plus la gardienne, mais pareil, ouais, j'avais choisi avant, j'avais pas de doute dans ma tête, c'était là que j'allais tirer. Et point. Si l'entraîneur il appelle 5 joueuses pour tirer, tu te proposes. Bah j'y vais, ouais. Ouais, j'y vais. Après, tu as assumé sa responsabilité, j'aime bien. Ouais, bah après, ça dépend des matchs, des équipes dans lesquelles tu joues et tout, mais j'ai souvent eu l'habitude de tirer. J'ai pas toujours marqué, mais je me suis toujours sentie bien pour tirer, en tout cas. Est-ce qu'il y a une place en particulier? Premier, troisième, cinquième, quatrième, 2, 4 en soi? Moi, tu vois, par exemple, je trouve dans les séances de pénalty, les meilleurs tireurs doivent aller en premier. Ouais. C'est un avis, peut-être je me trompe. Ouais, c'est un avis sur ces dernières années où il s'est passé des choses qui font que maintenant tu penses comme ça. Moi, au début, je me disais, ouais, de toute façon, les bons tireurs, après, c'est quoi un bon tireur? C'est celui qui marque tout le temps, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en premier, moi, j'aimais pas trop parce que j'aimais bien voir la gardienne aussi, si elle plongeait ou etc. Donc 2, 3, 4, ça m'allait bien. Et après, si on me disait première, j'allais en première. Magnifique. On revient avec l'OL, on a parlé justement de ce deuxième titre où cette fois, voilà, tu avais un côté plus décisif avec le but en finale. L'année d'après, c'est une défaite en finale, cette fois-ci, de Ligue des Champions face à Wolfsburg. Une finale que tu vis sur le banc et où tu rentreras en cours de jeu. Est-ce que c'était frustrant pour toi? Qu'est-ce qui vous a manqué, selon toi? Ouais, c'était frustrant, surtout que on mérite pas de perdre, en fait. En plus, quand on revoit le but, c'est une main qui aujourd'hui serait pas sifflée, c'est un penalty. Mais le foot, c'est ça. Si t'arrives pas à marquer, c'est quand c'est main collée au corps? Ouais, c'était une main. Je crois que le ballon il tombe comme ça, mais la main elle est collée au corps. Et ouais, sur le moment c'est dur. Et puis tu te dis t'étais pas grand chose de gagner. Après tu te dis c'est pas grave, l'année prochaine on revient et on réessaye quoi. Mais oui, c'est toujours des moments difficiles hein. Quand tu perds en finale. Même si tu pourrais te dire c'est incroyable, t'as vécu 3. Là, j'étais à 3 finales, 2 gagnées, 1 perdue. Après, Wolfsburg, c'était une très bonne équipe à cette période-là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, les équipes allemandes, en fait, elles avaient les joueuses qui changeaient de club dans leur équipe. Enfin, en gros, il y avait toujours une très forte équipe allemande dans la compétition. Et mais voilà, c'est le foot, quoi. Justement, cette défaite en finale, elle démarrait une série de 3 années sans victoire en Coupe d'Europe, avec notamment, du coup, je l'ai noté, 2 titres pour Wolfsburg, on en parlait, et même une finale pour le PSG en 2015. Je crois qu'elle nous avait sortis avant. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela, selon toi, sur ces 3 années-là, cette période jusqu'à 2016? On perd, sur les 2 années, il y a une année, on perd contre une équipe allemande, Potsdam, en match aller-retour. Et la deuxième année, on perd contre le PSG, pareil. Donc, deux très bonnes équipes, et le PSG qui va après en finale, qui avait une très bonne équipe à l'époque. Mais sur le moment, ouais, tu te dis, c'est dur. Puis, quand tu as connu la victoire, tu veux y retourner. Donc, non, c'était... Et puis, en plus, on perd en 8e, je crois, les 2 fois. Donc, c'est très tôt dans la compétition. Tu perds en novembre. Ou... Voilà. Donc, parce qu'à l'époque, le 8e était en novembre. Donc, la saison, elle est longue après sans Ligue des Champions. Mais pour autant, c'était des saisons où on était très fortes. Mais il suffit que tu manques ce... Ouais. La formule match aller-retour, ça pardonne pas. Ouais. Et à la fois, normalement, sur 2 matchs. Mais ouais, non, on n'avait pas réussi à passer. Et mais bon, ça, voilà, on s'est remis au travail et puis derrière, on réussit à faire quelque chose de grand. Donc, cette domination en championnat, ça le rendait pas un peu des fois ennuyeux, même à jouer de votre côté? On sait que l'OL investissait beaucoup plus que la plupart des autres équipes. C'est aussi ça qui expliquait ceci qui expliquait cela, plutôt, c'est ça que je veux dire. Vous étiez au top en termes d'infrastructure, tout ça, machin. Là où d'autres clubs, c'était un peu moins le cas. Moi, j'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu comme ça et je me suis toujours dit, même si... ouais, tu vas jouer une équipe, c'est un plus petit stade ou une équipe qui joue en bloc bas. En fait, je me suis toujours dit, c'est un challenge. Tu dois trouver des espaces, tu dois marquer des buts. Même si l'équipe, elle joue en bloc bas avec peu d'espace, tu dois les créer, tu dois trouver. Donc, c'est là où tu dois aussi jouer avec ta tête et essayer de trouver des solutions là où elles sont plus compliquées à trouver que sur des matchs différents. Mais non, moi, je me suis jamais dit. En fait, j'arrivais et puis je me disais, faut qu'on marque le plus de buts possible. Faut qu'on soit les meilleurs possibles et j'ai toujours réussi à avoir cette exigence, peu importe l'adversaire, peu importe le moment de l'année, peu importe l'enjeu du match, de dire on est les meilleurs, faut qu'on montre qu'on est les meilleurs. Quand je suis allé voir ton palmarès, globalement, on va pas mentir, c'est ce qu'on disait, 13 titres de championne de France, 8 Ligues des Champions, mais au-delà de ça, l'OL remporte ce titre quasiment chaque année depuis 2007, en dehors du PSG en 2021. Qu'est-ce qui explique aussi cette domination selon toi? Toi qui le vis de l'intérieur,
Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a quelque chose Je vais pas donner les secrets. Hein. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Désolée, il y a des choses que je peux pas dire. Dis ce que tu peux dire. Non, ce que je peux dire, c'est que... Garde la recette magique, mais s'il y a 2-3 petites explications, n'hésite pas. Ce que je peux dire déjà, c'est l'exigence au quotidien. Parce que quand tu mets les pieds dans un club comme l'OL, moi je l'ai vu dès le début, hein, mais même si moi je me mettais déjà cette exigence, mais c'est tous les jours, à tous les entraînements, où tu dois montrer que tu es une bonne joueuse. Parce que déjà, si t'es pas à l'entraînement, t'es pas impliqué, c'est une autre qui va jouer à ta place. Donc ça fait que tu as une concurrence qui est assez saine et qui te permet d'avoir cette exigence au quotidien qui va te permettre de l'avoir en match. Parce que c'est au quotidien que tu travailles ce que tu fais en match. Et au plus tu vas être... On joue comme on s'entraîne. Ouais, c'est ça. Au plus tu vas être exigeante avec toi-même et avec l'équipe à l'entraînement, au plus ce sera normal au match. Donc ça a été quelque chose déjà où j'ai vu, oui, je sais pourquoi on en est là aujourd'hui. Et après, t'as des grandes joueuses, t'as un très bon collectif aussi. Parce que on le sait, hein, dans le foot, tu peux pas mettre les 11 meilleurs joueurs ou 11 meilleures joueuses et ça suffit pas pour gagner. Donc il faut aussi une alchimie, il faut aussi une bonne entente dans l'équipe. Et c'est ce qu'on a aussi. Et après, des dirigeants aussi qui sont derrière toi, qui te donnent les moyens d'aller chercher ce que tu ambitionnes. Et voilà. On sait que le PSG, ils ont également commencé à investir dans leur section depuis quelques années, parce qu'il y a des années plus serrées et une plus grosse bataille, notamment entre les deux clubs. C'est une bonne chose pour toi? Oui. Pour moi, la concurrence, que ce soit au quotidien avec d'autres joueuses ou avec d'autres clubs, elle fait avancer et elle te challenge en fait. Donc c'est ce qui te permet aussi de te dire, tu te remets en question chaque année parce que tu te dis, elles vont revenir un peu plus fortes. Toi, tu dois aussi revenir un peu plus forte. Donc on ne s'est jamais aussi reposé sur nos lauriers de la saison d'avant. On a toujours voulu continuer à gagner, mais en mettant des ingrédients supplémentaires et sans se dire, on fait la même chose que cette année, on va gagner. Et ça a marché, ouais. En 2014, j'ai noté une date importante, c'est l'année où Ada Egerberg rejoint l'OL et forme un trio d'attaque avec toi et Lotta Schelin notamment. Son arrivée vous permet de former, comme je disais, un gros trio. Vous finirez même co-meilleur buteur du championnat en 2017. Parle-nous un petit peu de ce trio et même de tout ce que tu as fait avec elle, parce que voilà, c'est une coéquipière qui a été marquante et qui a marqué, j'ai noté, des années à plus de 55 buts. Hein. C'est la folie. Hein. Quand elle vient, c'est vrai que déjà, elle s'est intégrée super vite. Et après, c'était une très bonne attaquante. Et tout de suite, ça a bien matché. Et en plus, je pense qu'on était assez complémentaires dans notre jeu. Elle était plus grande, d'autres qualités. Moi, j'aimais bien aussi un peu tourner autour d'elle. Ok. C'était ça un peu la mentale, c'est elle, c'est un point d'appui, pivot, tout ça, machin, et toi tu tournes autour. Même si elle avait aussi ce côté, c'est une très bonne joueuse de foot aussi, elle sortait les coups, donc elle avait aussi une intelligence de jeu qui permettait de combiner avec elle, parce que si t'as pas l'attaquant qui peut combiner avec toi, faut pouvoir le faire. Ouais. Donc ça s'est très bien passé dès le début, et c'est vrai que après tu prends confiance dans l'équipe. À ce moment-là, en plus, on avait un coach qui aimait grave le jeu, donc c'était qui? Gérard Prêcheur. Et il vous a enseigné quoi? Et qu'est-ce qu'il demandait? C'était le jeu, tout par le jeu, les déplacements, de compenser, de ce que je disais aussi, de faire l'appel pour une autre, de jouer dans différents systèmes, surprendre l'adversaire, de jouer avec ta tête, voir où sont les espaces, même si au départ tu fais je me rappelle d'un match, on fait toute la préparation du match où il nous dit il y aura des espaces entre les lignes, etc. Au final, on arrive au match, il y a des espaces dans leur dos. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez le dos. On prend les espaces dans le dos. Et c'est ça aussi, de pouvoir s'adapter dans un match et de jouer avec ta tête, comme j'ai dit. T'aimes bien défendre ou pas? Ouais. Non, mais j'ai vraiment. Alors, ne me demande pas de venir défendre dans ma surface. Mais défendre, pour moi... Presser un peu. Organiser un pressing, déclencher un pressing et suivre, d'amener... l'adversaire à faire une erreur sur ton pressing, je trouve ça trop important. Et pour moi, et c'est pas tous les attaquants qui le pensent, ou peut-être que... Mais on est la première ligne défensive. Si tu arrives à bien faire ton job défensivement, tu peux récupérer des ballons, soit tu les récupères plus haut, soit aussi de faire une course pour que ce soit l'autre qui récupère le ballon. Et j'aime bien défendre. J'aime bien défendre en équipe. Ouais. Mais non, je suis une attaquante qui aime bien défendre. Ah, mais tous les attaquants n'aiment pas défendre. Je dis pas que j'aimerais bien être défenseur, mais ça me dérange pas de défendre. Parce que je sais pourquoi je le fais, je sais ce que ça peut apporter derrière.
C'est pas mal ça, parce que c'est vrai que des attaquants qui défendent pas, c'est toujours selon l'actualité, les joueurs qui passent et les époques, c'est toujours un sujet. Tu vois. Ouais. En 2016, après quelques années de disette, entre guillemets, en Ligue des Champions, vous accédez à la finale en collant 8-0 à Paris en demi-finale. 7, non 7, puis 1-0, 8. Ah oui, en fait, ouais, je dis 8-0 cumulé, pardon. Ok, d'accord. Raconte-nous cette gifle. Incroyable. Comment on met 7-0 Quand je te parle du match où le coach, avant le match, il nous dit il y aura des espaces entre les lignes, il faut jouer, bouger entre les lignes. Ouais, ce match-là. Et du coup... 7-0, c'était pas des espaces dans le dos, c'était des lignes de 100 mètres. Il y avait des espaces dans le dos, ballon en profondeur, centre, but. Et il y avait, je crois, 5-0 à la mi-temps. Mais même nous, on était choqués. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait penser 7-0 Paris. Mais elles jouaient le titre comme nous. 2016, Paris, c'est une très bonne équipe. Elles ont fait l'année d'avant finale de Ligue des Champions. Au championnat, on est au coude à coude. Voilà, c'était serré. Et là, ouais, mais on se regardait. Même nous, à la mi-temps, on rentre dans le vestiaire, on se regarde. On se dit... Enfin, même nous, on n'y croyait pas. Et par contre, on s'est dit, non, mais par contre, on laisse rien passer. On lâche rien. Si on peut en mettre d'autres, on en met d'autres. Et ouais, ça a été un gros score. Et encore maintenant, on s'en rappelle. La finale, c'était comment Je sais que vous la gagnez au penalty, que Ada rate le premier. Finale, c'était Wolfsburg, ouais. C'est ça ? Il me semble. Ouais. La finale, franchement, on mérite de gagner. On joue bien et tout. On mène au score, il y avait 1-0 et l'égalisation à 88e, je crois, un truc comme ça. Donc un petit coup derrière la tête, mais à la fin on avait confiance en nous, notre équipe, et puis on gagne au tir au but. Et non, c'était incroyable parce que du coup tu retrouves la victoire et avec la manière, parce que cette période-là, comme je disais, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on jouait trop bien au ballon et on avait vraiment une emprise sur nos adversaires. Toi, t'es sorti à 80e, je crois, t'étais forcément déçu. Oui, déçu, mais en même temps, je savais que j'avais pas. Enfin, je revenais de blessure et j'avais pas toutes les minutes dans mes jambes. Et en même temps, non, après, déçu quand tu joues une finale de Ligue des Champions, que tu as toutes ces grandes joueuses dans l'équipe, ça fait partie du jeu aussi. Et voilà, c'est comme ça. Déjà, j'avais débuté, donc non, j'avais aucune rancœur par rapport à ça. Tu nous as parlé, Gérard Prêcheur, c'est ça ? Ouais. De tous les coachs que tu as eu, est-ce que c'était lui le plus marquant dans ta carrière ? Sans dévaluer les autres, non. Évidemment, c'est pas le sujet. Et même, non, en vrai, je le dis souvent, mais tous les coachs que j'ai eus, mais que ce soit depuis toute petite jusqu'à maintenant, j'ai toujours appris quelque chose, j'ai toujours essayé de voir ce que je pouvais apprendre d'eux. Ils ont tous été différents, mais je peux pas en dire que un. Tu vois, je te dis, Gérard Prêcheur, c'était le jeu, etc. Patrice Lair, c'était plus la motivation, ne rien lâcher, la gagne, etc. Et ils m'ont tous appris quelque chose, ils m'ont tous permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et après, on parle souvent d'expérience, mais l'expérience, si les années elles passent et que tu apprends pas ou t'as pas le recul nécessaire chaque saison pour te dire qu'est-ce qui est bien, pas bien, qu'est-ce que je prends ou je prends pas, en fait, ton expérience, tu vas finir ta carrière, t'auras pas d'expérience parce que t'auras pas appris de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie. L'année d'après, c'est face au PSG, en finale, que vous remportez le titre. T'es la meilleure buteuse lyonnaise sur la compétition, mais tu rates malheureusement ton penalty. Comment se passe cette finale-là ? Ouais, c'est une catastrophe, dès le début. Oh, ma pauvre. Ouais. Ça, on dirait non, pas pour moi, les souvenirs les PTSD, ma pauvre. C'est des faits marquants, mais c'est des anecdotes. Mais sur ce match, on jouait à 3 devant. Il y avait donc Ada, ouais. Alex Morgan et moi. Ada, elle était malade toute la journée, donc elle joue affaiblie. Pas la grande forme. Premier duel, je vois l'autre, elle lui met un coup d'épaule, elle tombe par terre, je dis, oh, ça va être chaud. Alors que normalement, Ada, elle était. Oui, voilà, tu la bouges pas comme ça. Je savais qu'elle était malade, mais je me suis dit, donc ça. Au bout de 20 minutes, Alex Morgan, elle se pète, donc elle sort. Je me dis, bon, ça va être chaud. Alex Morgan blessée, elle sort. Ouais. Ada blessée, elle est là, mais enfin, pas blessée, mais malade. En première mi-temps, tu te dis, bon, le match, ça va être difficile maintenant. Bon. T'as toujours confiance en ton équipe, en tes qualités. Et au final, le match, non, on fait un bon match. C'était assez serré. Et on va, même si on avait plus d'occasions qu'elle. Mais voilà, le foot, comme je l'ai dit, tu marques pas. Mais le mental de gagner 2 finales de LDC d'affilée au penalty, c'est dingue. Ouais, c'est fou. Et c'est là aussi où tu vois la force mentale. C'est que voilà, on avait l'impression qu'il pouvait rien nous arriver. Et toi, le penalty raté, tu t'en es voulu ? Non. Parce qu'au final, tu gagnes. Si tu rates et que derrière, tu gagnes pas, ouais.
Mais là, pas que je l'ai oublié, mais quand t'as la victoire derrière, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait que tu le rates? Tu penses mal tiré, pas de chance? Ouais, mal tiré. Pas assez fort. Je le tire sur le côté, mais pas assez fort, je pense. Okay. Voilà. Alors, j'ai une question qui est intéressante. Je trouve le Ballon d'Or féminin, il est incorporé en 2018. Est-ce que pour toi, c'est une anomalie qu'il n'ait pas existé plus tôt, déjà pour commencer? Est-ce que tu penses que tu aurais pu le mériter à un moment dans ta carrière s'il avait existé plus tôt? Je pense que c'est bien qu'il ait existé, même s'il aurait pu exister plus tôt, parce que, oui, si tu veux un peu l'égal des hommes, etc. Même si, bon, tu peux donner... Enfin, le Ballon d'Or, il faut aussi de la visibilité. Donc, si tu n'as pas les matchs qui sont diffusés, etc., c'est compliqué d'avoir un avis sur des joueuses. Et après, de l'avoir... J'aurais pu être déjà nominée, je pense. Après, l'avoir... je sais pas, ça, c'est pas à moi de le dire. Le chat dit oui. Voilà, si ça peut aider, le chat, ils disent oui en majuscule. Hein. Merci le chat. Mais non, j'aurais pu au moins être dans les nominés, ouais. Je pense. Ça se passe comment exactement les nominés? Est-ce que c'est pareil, c'est une liste de 30 ou c'est différent? Je crois que c'est ça dépend des années, mais je crois que cette année, c'était 30. Ouais. Les années d'avant, il y avait eu 20, au début, c'était 10, enfin, bref. Mais comme je disais, après, c'est un peu... Pour moi, c'est subjectif. Voilà, Ballon d'Or, c'est bien, parce que tu peux dire, ouais, c'est la meilleure joueuse, le meilleur joueur. Mais bon, déjà, ce qui compte pour moi, c'est gagner des titres... collectif. Ouais, tu gagnes une Ligue des Champions, tu gagnes une Coupe du Monde, tu gagnes... C'est ça, quand tu joues au foot, c'est ça que tu veux gagner. Après, tu veux être le meilleur joueur, mais encore aujourd'hui, c'est décrié, parce que c'est quoi le meilleur joueur? Oui. C'est celui qui marque le plus de buts, celui oui, qui est selon les postes, selon machin, puis selon le palmarès. Ouais. Donc voilà, après, tu peux avoir pour moi 10 top joueurs. Bon, Zidane, il était très fort quand même. Zidane, c'est le Ballon d'Or. Le respect que t'as pour Zizou, ça me fait trop kiffer. Mais après, pour moi, il y a plein de très grands joueurs qui pourraient mériter sur une saison. C'est dur de dire un. Sur cette année 2018 et ce premier Ballon d'Or féminin, du coup, c'est Ada qui le remporte, avec une année à 56 buts, dont 15 en Ligue des Champions. Je crois que c'est le record d'ailleurs, mais c'est beaucoup. Déjà, c'est monstrueux. Quelles sont, selon toi, les 3 meilleures joueuses avec qui tu as pu évoluer dans ta carrière? Si tu dois en ressortir 3, je te laisse réfléchir, tranquille, t'inquiète, prends ton temps, moi il y a le chat et tout, je peux... Tu veux me faire des problèmes? Non, mais oui, parce qu'en fait, il y en a plus que 3, je me doute, mais à la fin, il faut bien qu'on... 5 si t'as envie. Voilà, c'est quoi, regarde, je t'en donne 2 de plus. En plus, j'ai plusieurs générations, tu vois. Ouais, mais justement, vu que t'as connu plusieurs générations, tu peux le justifier. Mon top 5... c'est dur, hein. Pas forcément dans l'ordre. T'étais obligé de dire première, quatrième, tu vois, tu t'en fous. Tu sais juste 5 noms. Ouais. Une qui m'a marqué quand je suis arrivée, c'est Lotta Schelin. Okay. Pour moi, à ce moment-là, c'était l'attaquante numéro 1 au monde, à peu près. Elle était suédoise, c'est ça? Ouais, suédoise. Je vais dire Camilla Billy, milieu de terrain très forte. Je vais dire une défenseur, Wendy. Ouais. Et, la grande dame. Ouais. Après, forcément, Ada. Et je vais dire Louisa Nessib. Comment tu as défini Louisa Nessib pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ou qui n'ont pas forcément beaucoup vu? Je vais dire pur talent. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de joueuses aussi techniques. Ça a été une des... Mais pas technique, roulette, machin, mais c'était aussi technique, élégance. Plusieurs fois meilleure passeuse, j'ai vu. Ouais, elle avait une très bonne qualité de frappe, très bonne qualité de passe, elle sentait le jeu et elle trouvait des passes que d'autres trouvaient pas, comme Camille d'ailleurs, hein, mais c'était à ce moment-là on jouait avec les deux, c'était très fort. Le milieu de terrain, on avait le ballon, quoi. Est-ce que c'était un Noël qui jouait un peu comme le grand Barça entre guillemets? Ouais, c'était un peu ça. Tu peux faire la comparaison, dans le jeu, c'était ça. Parce qu'en 2019, vous affrontez le Barça en finale. Ouais. Et ce même Barça, vous gagnez cette finale de manière assez convaincante. En fait, ce que j'ai noté, parce qu'on va pas faire finale par finale de LDC, tout ça, machin, parce qu'il y en a eu plein, c'est pas souci. Après 5 années de victoire en Ligue des Champions, dont une en finale en 2019 contre le Barça, ce même Barcelone met fin à votre hégémonie, entre guillemets. Vous les rebattez en 2022, avant qu'elle réussisse à regagner en 2023, puis en 2024. Est-ce qu'une nouvelle rivalité est née? Que penses-tu de remonter en puissance? Tu nous as parlé des Allemands d'avant, là on a des Espagnols, et donc du coup ça donne aussi... Disons que c'est un
l'ajout d'un pays en plus dans la conquête du titre, on va dire. Même si aujourd'hui, elles ont aussi des joueuses très très fortes. On peut pas enlever qu'il y a d'autres équipes qui peuvent prétendre au titre, les Allemandes, les Anglaises. Mais ouais, c'est une rivalité qui arrivait à peu près 2018 où on les avait déjà jouées, on les avait éliminées. Et 2019, en fait, elles étaient déjà très fortes, elles avaient un peu survolé la compétition. Ok. Et tout le monde les voyait gagner. Et en plus, avec eux aussi la manière. Ouais, la manière, non, j'allais dire l'engouement qu'il y avait un peu autour d'elles, etc. Tout le monde pensait vraiment qu'elles allaient gagner contre nous. Alors que vous étiez plusieurs fois championne, ouais, etc. mais d'affilée. En fait, tellement elles jouaient bien qu'elles avaient un peu détruit tous les adversaires et tout. Nous, on disait rien. Mais vous pensiez quoi? Non, on avait confiance en nous. Mais on se disait pas on va gagner facile. Pour moi, avant ce match-là, c'était serré. Je crois qu'on a gagné 4-1. Oui, c'est ça. Vous gagnez 4-1. Mais ça allait être un match chaud, tu vois. Et en fait, avant le match, tout le monde les voyait gagner. En fait, il y avait 3-0, je crois, au bout de 25 minutes. On a plié le match dès le début. Et du coup, derrière, on a pu dérouler, sécuriser. Enfin, voilà. Donc, mais ouais, c'est un peu. Elle avait une saveur, j'ai l'impression, cette victoire quand même. Ouais. Vu qu'il y avait plus d'adversité qu'on vous annonçait perdante, ça se voit qu'elle t'a marqué. Mais le pire, c'est même pas celle-là, c'est 2022, quand on gagne. 2022. Où là, moi, j'étais choquée. Je vois les pronostics avant le match où tout le monde nous voyait, mais perdant largement. Enfin, genre, elle, ultra favorite, alors que quand même, on avait fait une bonne campagne, on avait une très bonne équipe, etc. Et puis au final, on gagne. Mais ça a été un choc pour eux, alors que pour nous, on venait. Avec de l'ambition et comme toujours, mais on était persuadés qu'on allait gagner. Donc du coup, c'était un peu contradictoire avec ce qu'on entendait de la part des médias espagnols, etc. Mais ouais. Après, les médias espagnols qui annoncent la victoire face aux Français et qui après perdent, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ouais, non, après, comme tu dis, c'est une rivalité un peu ces dernières saisons. Même si on n'oublie pas les autres équipes, mais oui, parce que là aujourd'hui, c'est elle ou nous entre guillemets à chaque fois. Mais après, ils ont une très bonne équipe. J'ai vu, il y a pas mal de gens qui parlent de ces finales justement dans le chat. Le but d'Amandine, j'ai même pas eu le temps de mettre le match, elle avait déjà marqué. Le match de 2022, c'était quelque chose. La finale, un peu sous contexte fin de Covid et tout, c'était... Ouais, non, il y a... après, il y a trop de moments, mais ouais, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Il y a une question. C'est quoi? Je me permets de te la poser. Pourquoi elle a que 70 de vitesse sur FIFA? Demandez-leur, je sais pas. Je pense qu'il y en a, ils sont pas contents de jouer avec mon personnage. Non, c'est vrai que quand t'as 70 dans FIFA, personne ne c'est vraiment que t'es lent. Ouais. On est d'accord. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis 70, mais 70, je suis... C'est justifié ou pas? Non, c'est pas justifié. Non, c'est pas justifié. Non, je suis une joueuse assez explosive, rapide quand même à la base. Non, 70 quand même... Faut pas abuser. Faut que t'aies ta carte boost. Et justement, qu'est-ce qui, toi, pour l'avoir vécu forcément de l'autre côté, qu'est-ce qui explique la montée en puissance du Barça, vu que tu les as affrontés sur de nombreuses années et tout? Là, tu vois, quand on regarde même, on parlait un peu Ballon d'Or plus tôt, Aitana Bonmati, quand on regarde forcément Alexa Putellas et tout. Et même au-delà de ça, et moi je vais pas mentir, je suis quelqu'un qui regarde souvent le football féminin un peu de loin, qui m'y intéresse un petit peu plus parce que je trouve que c'est important de le faire. Mais au-delà de ça, forcément, je pense comme beaucoup, j'ai découvert des joueuses, au-delà des joueuses lyonnaises que je connaissais en tant que lyonnais, mais j'ai découvert des joueuses, forcément, quand elles sont aussi arrivées dans les jeux vidéo, tu vois, le placer, fut et tout ça, machin. Et donc, du coup, j'ai découvert plus en profondeur certaines joueuses et voir certains noms, certaines grandes joueuses et tout. Et qu'est-ce qui explique, toi, selon toi, du coup, leur... plusieurs raisons. Je pense que l'engouement du football féminin en Espagne aussi, peut-être que ça vient des titres chez les garçons aussi, parce qu'à cette période-là, il commençait à être très fort, la période 2010 où ils gagnent la Coupe du Monde, etc. Et ensuite, le fait qu'ils ont eu des équipes féminines qui étaient à la Masia aussi, donc ils ont un certain, comme les garçons en fait, c'est vrai, un certain style de jeu, une formation, et qui fait que, parce qu'au départ, on les prenait beaucoup pour des joueuses très techniques, fortes, mais elles n'avaient pas beaucoup d'impact, pas beaucoup de joueuses costauds, et physiquement, elles faiblissaient à chaque fois, que ce soit l'équipe d'Espagne en compétition ou l'équipe du Barça en Ligue des Champions. Et quand elles ont commencé à être plus costauds physiquement, à mettre plus d'intensité, elles avaient déjà la technique. T'as ressenti la diff. Ouais. Et c'est là où elles ont commencé à gagner et à monter, quoi.
Mais je pense que il y a eu l'effet Barça elles ont des très bonnes joueuses et le même style de jeu que les garçons. En 2021, j'ai noté une année à Rennes, aux États-Unis. Ouais. Enfin, chez Rennes, du coup. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a justifié ça? Sachant qu'on sait qu'aux États-Unis, le football féminin a été assez développé. L'équipe nationale américaine est plutôt forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui trottait dans ma tête depuis très très longtemps. Parce que quand on parlait de foot féminin de pro, en France, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas de ce que tu nous disais plus tôt, ouais. Et je savais qu'aux États-Unis, elles étaient pros, les filles. Donc, j'avais un petit peu ce truc de rêve. Aux États-Unis, elles sont pros, alors qu'en France, il n'y a rien. Et donc, j'avais un petit peu ce truc. Après, il y a eu aussi Marinette Pichon qui est partie aux États-Unis. Donc, je savais que là-bas, c'était différent le football féminin. Okay. Et en fait, c'est le sport numéro 1 chez les filles. Il faut savoir que là-bas, le football féminin, c'est un truc de fou. D'accord. C'est... Au niveau culturel, c'est l'opposé de ce qu'on a pu vivre en Europe. Genre, les stades sont beaucoup plus pleins, il y a beaucoup plus de médiatisation, c'est diffusé largement plus. Il y a beaucoup plus de joueuses, c'est connu. Enfin, quand tu dis que t'es une fille, tu fais du foot, même il y a 20 ans aux États-Unis, c'est normal. C'est limite toutes les petites filles, elles font du foot. Alors qu'il y a 20 ans en France, tu dis tu fais du foot, on va te regarder. Donc le changement culturel, il est énorme. Et après, je voulais vivre une expérience à l'étranger. Et en 2021, j'étais en fin de contrat et en fait, le club appartenait à l'OL. Ouais. Parce que Jean-Michel Aulas avait racheté la franchise là-bas. Et je me suis dit, tiens, ça peut être une opportunité de rester un peu dans le cocon à l'étranger. Parce que le club voulait que je reste et en même temps, moi, je me disais, si j'y vais pas là, je le faisais, j'avais 31 ans. Je me dis, si je vais pas là, je sais pas si je le ferai après. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité et le club a bien voulu me prêter là-bas. C'était bien? Ouais, c'était trop bien. Ça s'est bien passé? Et j'ai aucun regret, j'ai kiffé. C'était une très belle expérience. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'était dans quelle ville? Ouais, Seattle. Seattle. Ouais. Donc j'étais à 45 minutes de Seattle, donc j'étais pas vraiment dans la ville. Mais j'ai kiffé pour l'attractivité du championnat. Comme c'est une franchise, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Ouais. T'as pas de petites équipes ou de grandes équipes. Ouais, t'as moins d'écart. Ouais. C'est parce que très homogène. Vu que c'est franchise, il n'y a pas de relégation, c'est le système américain, c'est une ligue fermée. Il n'y a pas de relégation, tu as des salary cap, des trucs qui fait que les équipes, elles sont à peu près toutes du même niveau. Et chaque week-end, c'est des matchs où tu te dis, ouais, ça va être dur. C'était plus compétitif. Plus compétitif. Le championnat est largement plus compétitif. Et le niveau pur? Et le niveau. C'était meilleur qu'en Europe En termes d'intensité, ouais. De manière générale, oui, le niveau il est plus élevé. Après, c'est pas meilleur que Lyon, Paris, mais après, c'est meilleur que toutes les autres équipes. Ok, donc le niveau moyen est meilleur, mais les meilleures équipes d'ici, selon toi, peuvent s'en sortir bien face aux meilleures de l'équipe là-bas. Ouais, mais tu mettras pas un gros score. Ça sera serré, mais c'est difficile à dire parce que t'as pas vraiment joué des matchs. Mais il y a une Coupe du Monde des clubs féminines? Ils vont peut-être en mettre une en place. Ok. Ouais. Parce que là où tu vois chez les garçons la Coupe du Monde des clubs dans le format actuel, c'est inintéressant un peu parce que c'est souvent l'équipe européenne qui va gagner. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ce serait intéressant qu'il y ait les meilleures équipes américaines qui puissent affronter les meilleures équipes européennes. La Ligue américaine, c'est la seule qui peut rivaliser avec les ligues européennes, avec les équipes européennes, les top équipes européennes. Et donc non, c'était une expérience trop bien. C'était comment la vie à Seattle? Bien la ville? Ouais, c'était bien. Et puis la vie américaine, c'est ça la cool. Les gens, ils sont pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, je sais pas. C'est comme t'as déjà été aux États-Unis, c'est ça. Et c'est plus individualisé, mais par contre, du coup, effectivement, il y a un aspect très. Ouais, non, c'était vraiment bien. Et en plus, moi, j'arrive. Donc, on était 10 équipes dans la ligue. J'arrive, parce que j'ai raté les 5 premiers matchs, parce que j'ai fini la saison ici en juin. Et en fait, avec les calendriers décalés et tout, ouais. Et on était 9e. Et on termine la saison régulière 2e. Donc, on fait les playoffs. C'est beau, ça. Une remontée de fou. On était une des meilleures équipes de la ligue. Il y avait qui comme joueuse marquante avec toi? Ou qui t'ont marqué? La joueuse emblématique, il y avait Rapinoe dans mon équipe. Tu t'entendais bien avec? Ouais, j'avais déjà connu à l'OL quand elle était venue. Et du coup, je m'entendais bien avec elle. Et c'était la joueuse star là-bas. Ballon d'Or 2019 pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Et après, de manière générale, on avait une bonne équipe, des bonnes joueuses. Et voilà, j'ai kiffé. On a fait les playoffs. Malheureusement, on perd en demi-finale. Mais c'était une expérience trop bien. En plus, je suis dans les meilleures joueuses de la ligue. Je finis dans le 11 type de la ligue. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. T'aurais aimé faire plus d'une année? Ouais,
partagé, oui et non. En fait, j'étais contente. J'ai fait 6 mois là-bas. C'était ce qui était convenu au départ. Mais j'étais contente de revenir. Ouais. Mais en même temps, j'ai kiffé là-bas. Donc, c'était un peu... voilà, c'était... Mais bon, ouais, ici, la Ligue des Champions, l'OL, c'était... Voilà. Donc, je savais aussi pourquoi je revenais. Mais c'était une très belle expérience. Le fait de reprendre la LDC quand tu reviens, ça aussi était un peu... En plus, on gagne quand je reviens. Donc, non, c'était... Ouais. Alors, il y a un truc marquant pour moi et que j'ai remarqué en épluchant les scores et les tableaux un peu, tu vois, des Ligues des Champions féminines et tout, et que je voulais aborder avec toi, et qui a connu justement toutes ces époques. Dans les années 2010, j'ai vu que c'était pas rare de voir en Ligue des Champions en 8e ou en quart de finale des scores genre fleuve. Je me rappelle d'une année que j'ai vu où vous infligez genre 12-0 en 2 matchs. Je crois que c'était au Sparta Prague ou Slavia Prague, mais en plus c'était à Prague. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Quand je regarde un petit peu les années récentes, 2024, 2023 et tout, on voit moins ces scores-là. Ça s'est resserré. Est-ce que, selon toi, c'est que le niveau global a augmenté? Est-ce que le développement du foot féminin sur tout le continent, du coup, est-ce que c'est ça qui explique cela? Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est que aujourd'hui, t'as encore là encore, le Barça, ils ont gagné 7-0, je crois, le dernier match. Mais de manière générale, toutes les équipes sont plus fortes et sont mieux entraînées, ont des meilleures conditions. Ça fait que le niveau, il augmente. Donc t'as moins de scores fleuves et après t'as aussi la manière de se qualifier. D'accord. Maintenant t'as des phases de groupe, t'as des tours préliminaires qu'avant t'avais pas. Donc ouais, c'est un tas de choses qui font qu'aujourd'hui le niveau il est meilleur. Mais la principale raison, c'est que le football féminin partout en Europe et dans le monde a pris de l'ampleur et plus t'as de joueuses, plus t'as de niveau, des meilleures infrastructures pour s'entraîner, des meilleures conditions pour s'entraîner. Ça arrivait par exemple que toi, par exemple en 2013, t'étais à l'OL, Calais, infrastructure, tout ça plus ou moins bien développé, puis t'allais en LDC, vous jouiez des femmes qui, elles, étaient encore, comme on disait, pas pro, ou dans des stades ou dans des infrastructures vraiment, des fois, on va dire compliquées et tout. Ouais, ça arrivait, ouais, ça, même encore aujourd'hui, t'as des équipes qui sont pas structurées comme nous, comme d'autres clubs, mais... c'est ce qui fait aussi la différence entre les pays, etc. Mais de manière générale, ça augmente partout. Et en fait, un autre truc qui m'a marqué, c'était les finales de LDC sur la décennie précédente. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu la moyenne des spectateurs. En tout cas, les spectateurs qu'il y avait sur les finales. Et j'ai vu que ça réunissait souvent 15, 20 000 personnes. Mais globalement, sur ces 3 dernières années, on est monté 2 fois plus de 30 000. Et stade comble pour la dernière finale à Bilbao, la saison dernière. Est-ce que tu vois une évolution, toi, dans la médiatisation du football féminin? Est-ce que c'est en train d'atteindre un stade plus concret, selon toi? Oui, plus tu montres à la télé, plus tu as de moyens. Les droits télé sont aussi vendus, etc. Donc, il y a plus de moyens financiers. Et c'est plus attractif aussi. Le fait aussi qu'il y ait le Barça. Enfin, je pense que le stade qui est rempli à la dernière finale, il y avait beaucoup de supporters du Barça. Donc, ouais, c'est un tout. Mais de manière générale, il y a plus de monde dans les stades. Et c'est mieux filmé, des plus grands stades, donc forcément, t'as plus de monde qui veulent venir ou qui veulent regarder. C'était comment la dernière finale? Moi, j'étais blessée, donc j'ai vu depuis le bord du terrain, mais l'ambiance, c'était incroyable. C'était un stade quasiment acquis à la cause de Barcelone. C'était en Espagne, donc il y avait une ambiance de fou. Après, le match, elles ont fait un bon match. Après, le 2-0, il est un peu sévère, je pense. D'accord. Mais tout aurait pu arriver sur cette finale. On a des occasions pour marquer et c'est dommage qu'on n'y arrive pas. Mais voilà, elles ont pas volé leur titre et voilà, il faudra cette année essayer de le reconquérir. Quelqu'un pose une question intéressante dans le chat et on l'évoquait un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as senti un changement avec l'arrivée, justement, ce qu'on disait, des cartes du football féminin sur FIFA, des trucs comme ça? Est-ce que tu as ressenti un changement au niveau du suivi réseaux sociaux, dans la rue, dans la manière des gens? Oui, de manière générale, il y a surtout les petits garçons qui te disent je t'ai pris, je joue avec ta carte à FIFA, etc. Sur les réseaux aussi, en bien comme en mal. il y a des... Non, moi j'ai pas eu d'expérience, mais il y a eu des joueuses qui ont déjà reçu des messages pas trop cool. Mais oui, ça participe aussi quelque part à la médiatisation et au développement du football féminin. Et c'est marrant parce que y a des joueurs qui vont connaître des joueuses et puis en plus tu connais FIFA, des fois c'est pas vraiment représentatif. Voilà, 70 de vitesse. Ouais, par exemple. Mais ça participe et c'est bien et c'est cool et c'est une bonne chose, je pense, pour le football féminin et voilà, je pense que
je pense que c'est bien. On en est où actuellement à l'OL pour toi et au global même pour le groupe? On vient d'en parler, une finale perdue la saison dernière. Les dernières LDC globalement, 3 des 4 dernières vont au Barça. Vous avez perdu la dernière finale. C'est quoi l'état de forme, les objectifs de cette saison? Alors oui, évidemment, je suppose tout gagner. Tout gagner, tout gagner et faire mieux que la saison dernière et être encore meilleur. Donc, reprendre ce titre en Ligue des Champions, être championne de France. Donc oui, tout gagner les compétitions dans lesquelles on est engagé et puis gagner avec la manière si c'est possible. Donc faire des gros matchs et de la première à la dernière minute, t'asseoir aussi ta supériorité, de bien jouer au foot et voilà. Est-ce que vu que c'est ta 17e saison professionnelle, ou en tout cas au plus haut niveau, on va pas parler des 2 premières où t'étais pas complètement pro, on s'en fout, est-ce que t'as toujours justement cette envie? Est-ce que t'es toujours à fond? Est-ce que t'es toujours passionné par le football, les objectifs, tout ça? Est-ce que ça te parle vraiment toujours à fond? Ouais, ça me parle. Et encore plus, là, je me suis blessée la saison dernière, je me suis fait opérer du genou et en fait, je me disais, j'ai trop hâte de revenir. Et ça m'a fait me dire, je suis encore dedans, je suis encore trop motivée. Le matin, je me lève, j'ai envie d'aller à l'entraînement. Donc c'est des signes que j'ai toujours eus et qui continuent encore, malgré, on pourrait dire tout ce que j'ai gagné, etc. Mais j'ai encore trop envie de gagner, de faire des bonnes saisons, et de jouer, de m'entraîner. Et est-ce que actuellement, par exemple, avec que ce soit la blessure, les expériences, etc., est-ce que tu te sens à ton top physiquement? Est-ce que niveau temps de jeu, tu penses que tu peux assumer plus? Non, je suis pas encore au top, mais là, je me sens bien, mais il faut forcément que tu valides avec du temps de jeu, d'enchaîner les matchs pour me dire, là, je me sens bien. Et j'ai été un petit peu coupée là ces dernières semaines, donc là je suis en reprise. J'ai repris au dernier match et j'espère maintenant enchaîner. Derby demain? Ouais, c'est ça. Et Rome mercredi, c'est ça? C'est ça. Après, l'avantage entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de matchs. Donc voilà, maintenant il faut retrouver le rythme des matchs parce que l'entraînement c'est bien, mais après ce que tu veux c'est le valider en match et enchaîner les matchs. Donc voilà, c'est mon objectif. On n'est pas à la fin d'émission, les amis, mais je le rappelle déjà, je remercie l'OL féminin de nous permettre de faire cette émission. Regardez le cadre dans lequel on est, ça fait plus d'1h30 qu'on est là, donc forcément on passe un peu à travers, mais c'est magnifique. Merci à Eugénie également de se prêter au jeu et de discuter avec nous. Mais rappelle effectivement qu'il y a OL Roma, le match retour du coup mercredi, ici même au Groupama Stadium. Venez encourager les filles, c'est important. Et puis suivez leur saison aussi, parce qu'elle va avoir d'autres échéances, d'autres matchs très importants. La plupart des gros matchs, en plus, se jouent ici même. Ouais. Donc, je vous encourage à le faire, parce que franchement, c'est le top. Et vous avez toute l'actualité du compte OL Féminin sur Instagram, sur les réseaux, etc. On vous l'a mis en message épinglé sur le chat. Et on vous le mettra également en description sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est cool. Elles font un bon travail pour essayer de rendre le tout et de pousser le tout au niveau médiatique. Et je le vois parce qu'on a pu rapidement discuter avec et Jeanne pour pas la citer et mettre en place cette émission. Voilà, ça fait plaisir. Donc ça régale. Et puis il y a le derby ce week-end également, demain soir. Donc ça régale. On a parlé un peu équipe de France, notamment la CDM où vous avez fait demi en 2011. Je rouvre un peu le chapitre équipe de France. T'es la meilleure buteur justement de l'histoire de l'équipe de France. Buteuse. Et même buteuse. Ouais. On dit buteuse. Chaque fois on dit buteuse. Ouais. Désolé. C'est pas grave. En défenseuse, c'est vrai que je veux pas avoir les mauvais tics de langage. Meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Et t'es aussi à quelques sélections d'être la joueuse la plus sélectionnée justement de l'histoire. Malgré tout, c'est quelque chose qui a été un petit peu freiné par une période de 2 ans avec Corinne Diacre où justement t'as plus eu accès à l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien le savoir. Non, je sais toujours pas aujourd'hui. Après, ça a été une période où c'était compliqué. Pendant 2 ans, du jour au lendemain, en fait, si je remets le contexte, la sélection d'avant, je joue, je démarre même le match capitaine parce que à l'époque c'était Amandine, mais elle n'était pas là. Bref. Et puis la sélection d'après, je suis pas appelée. Pas de coup de fil, rien. Pas d'explication. Pas d'explication. Et du coup... C'est même terrible de pas expliquer au capitaine pourquoi il est pas là au rassemblement d'après. Surtout qu'à ce moment... J'estimais, j'avais 175 sélections à cette période-là. Je me dis, ça aurait été bien qu'elle me passe un coup de fil et qu'elle me dise, tu seras pas dans la prochaine liste, j'en sais rien. Donc là, non, un peu choquée, parce que du coup, je m'y attendais pas du tout. Personne m'avait prévenu ou quoi que ce soit. Donc, t'apprends ça à la télé, sur les réseaux? J'apprends ça quand la liste elle sort. Ouais, sur les réseaux, la liste elle sort comme ça. Donc je me dis,
Surtout qu'à ce moment-là, je sais pas que ça va durer 2 ans. Donc je me dis, bon, bah. En plus, c'est la période où je pars aux États-Unis. Donc je me dis, bah, peut-être que c'est parce que je pars aux États-Unis, j'en sais rien. Je savais pas. Donc dans ma tête. Donc tu te fais des scénarios. Ouais. Et la sélection d'après, je suis aux États-Unis. En plus, je fais une bête de saison. Bah, je suis bien là-bas, je suis performante. Donc je m'attendais à revenir. Et en fait, bah non, pendant 2 ans après, donc pas de nouvelles. Mais après ma saison aux États-Unis, donc au bout de 6 mois, je me dis. Bah ouais. Bah, je vais quand même. Voilà, c'est moi qui fais la démarche de l'appeler. Parce que je voulais prendre la température un peu et tout. Et puis là, elle me dit non, bah, c'est les choix du moment. La vérité d'aujourd'hui, on ne sait pas pour demain, bref. Un peu langue de bois quand même. Ouais, et non, la porte est ouverte. Voilà. Et sauf qu'après, pendant 1 an et demi, elle m'a toujours pas pris. Donc, sur le moment, je me dis, bon, bah, voilà, j'ai pas forcément d'explication, mais j'y crois encore, quoi. Et bah, ça a duré 1 an et demi. Et voilà, donc j'ai jamais eu d'explication, jamais eu de coup de fil de sa part, de personne d'ailleurs. Donc... Jamais, alors que t'as pris l'initiative toi-même de faire ce coup de fil. Ouais. Mais c'est dingue. En fait, je voulais pas avoir de regrets dans ma carrière, dans ma vie, entre guillemets. C'est moi qui ai fait, entre guillemets, le premier pas. Après, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas forcément d'explication. Et donc voilà, ça a été forcément une période compliquée. Et puis 2 ans dans une carrière. Et puis quand tu sais, l'équipe de France, c'est un peu le fil rouge de tes saisons, de ta carrière. Mais voilà, c'est comme ça. Du coup, l'arrivée d'Hervé Renard, où tu reviens assez rapidement, même avec, je crois, vice-capitaine, assez vite. Bah, du coup, oui, en février, je crois. Enfin, j'apprends que c'est plus elle la coach. Mais à la fois, c'est pas parce que c'est plus elle que derrière le nouveau sélectionneur. Ouais, il va t'appeler. Ouais, donc je savais pas trop. Et puis, bon, il se trouve qu'il m'a passé un coup de fil avant de donner sa liste et on a échangé. Et puis, bah, pareil, j'échange avec lui, mais je sais pas ce qu'il va faire. Il me dit pas, je te reprends ou pas. Donc, puis à ce moment-là, moi, je me dis, j'attends rien. On verra. Mais... Pour pas être déçu. Ouais, voilà. Pas d'attente. Et au final, je suis dans la liste. C'était fou parce que je pensais pas avoir ce sentiment. Est-ce que t'as vécu ça, genre comme si c'était la première fois? Ouais, vraiment. Ça m'a fait quelque chose. Et non pas que je regardais plus les listes, mais on va dire que la première et celle-ci, ça m'a fait un truc en plus. Et puis bah voilà. Après, c'est suivi la Coupe du Monde 2023 où bah pareil, on fait pas ce qu'on aurait aimé faire, on perd en quart de finale, mais voilà, mon retour. En plus, bon, c'est pareil, tu te dis bon, je reviens, mais tu sais pas comment ça va se passer, donc je savais pas si j'allais jouer, si je savais. Ouais, dans quel cadre, quel rôle, peut-être un peu plus d'expérience, un peu. Et puis bah, il se trouve qu'il me fait débuter le premier match et on joue contre la Colombie, on perd 2-0 à la mi-temps. Et là, je me dis, c'est dur, tu vois, tu reviens. Ça fait mal. Ouais, et au final, en retour des vestiaires, je marque 2 buts, on gagne 5-2. Et... Ouais, donc je me dis, le retour, il se passe parfaitement au final, parce que toute la semaine, ça s'était très bien passé, mais voilà, fallait valider avec une victoire et un but. Le but du retour, le doublé carrément du retour. Ouais, surtout qu'en plus, bon, pendant toute cette période, bah, elle a dit que j'avais pas le niveau, elle a dit que c'était des choix sportifs, donc elle se cachait derrière des choix sportifs. Et moi, je dis souvent que ce que tu dis aux médias, c'est ce que après les gens vont croire. Et c'est, entre guillemets, les médias font ce qu'ils veulent. Donc, les gens pensaient ça. Et puis après, quand je suis revenue, les gens, c'était « Ah oui, non, c'est de nouveau la meilleure. » Donc, c'était marrant, mais... T'as l'impression d'avoir vécu un truc un peu injuste quand même? Oui. Ouais, pour moi, c'était une injustice. Après... C'est mon ressenti à moi et de toute façon maintenant c'est passé, mais sur le moment je trouvais ça injuste. On sait qu'une grosse partie du groupe avait lâché entre guillemets justement le sélectionneur, c'est ça qui a motivé un changement. Toi qui étais aussi coéquipière de certaines qui étaient à l'intérieur du groupe, c'était justifié selon toi? Oui. Ouais, mais ça datait pas d'hier. Enfin, la situation était compliquée, ça durait depuis plusieurs années. Après, j'étais pas étonnée de la fin, mais c'est dommage d'en arriver là. Mais encore une fois. Si les choses avaient été mieux faites avant, on n'en serait pas arrivé là. Ça va un petit peu mieux maintenant? Ouais. On sait qu'il y a encore eu un changement de sélectionneur. Ça a été difficile c'est Laurent Bonnadet maintenant. Quand tu vis ce que l'équipe elle a vécu, parce que on pourrait penser que c'est 1-2 joueuses, non, c'est l'équipe qui a vécu des moments difficiles et tu effaces pas le passé comme ça. Mais maintenant, il faut aller de l'avant, il faut avancer et j'espère que on revivra plus ce qu'on a vécu, même quand j'y serai plus, mais oui, même que pour les prochaines, l'avenir global. Ouais. Je souhaite à personne de vivre ce que l'équipe elle a vécu à ce moment-là, et que ça avance et que ça se développe encore plus et que l'équipe gagne des titres et
voilà, que ce soit normal. Un petit mot pour cette Coupe du Monde, justement, c'était en Australie, c'est ça? Ouais. L'autre bout du monde, c'était particulier? Ouais, c'était bizarre parce que bon, j'avais déjà fait une Coupe du Monde au Canada où t'avais un décalage horaire, mais là, c'était encore autre chose. C'est la première fois que j'allais aussi loin, et puis les matchs, ils étaient vraiment au milieu de la nuit. Mais ouais, c'était. Bah, t'es un peu dépaysé. En plus, là-bas, c'était l'hiver. Quand tu dis milieu de la nuit, c'était à quelle heure? C'était à 4h du matin, je crois, les matchs. Ouais. Enfin, c'était dans la nuit, quoi. Genre pour la diffusion? Ouais. Ah non, pas nous. Ouais. Tu m'as fait peur. Non. C'est que si tu m'avais dit que vous jouiez à minuit, j'allais dire bon, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Non. Et voilà, après, c'était une Coupe du Monde. En fait, ça s'est joué au tir au but. On mérite de gagner sur ce match. Mais bon, le foot. C'était quoi l'histoire de ce match? C'était face à qui? C'était face à l'Australie. Il faut savoir qu'on est meilleur qu'elle, de manière générale, avant le match. Même si c'était en Australie, donc pays hôte. Donc elles ont tout le public, enfin le stade acquis à leur cause. Mais on n'avait jamais perdu contre elles. Sur le papier, on est meilleur. Maintenant, ça reste un match de Coupe du Monde. Tu peux pas arriver et dire sur le papier. Mais on domine, on a des grosses occasions, on a un but refusé en première mi-temps. Et puis au final, elles n'avaient pas trop d'occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Et du coup, 0-0, tir au but. Quelqu'un dit la faute, là, pas sifflé sur Eugénie. Ouais, bah. Ouais, après, Il y a un penalty non sifflé sur toi? Non, c'était pas un penalty, c'était. Ouais, je sais pas si c'est de ça qu'il parle, mais à un moment, je prends un coup de pied dans le nez, j'avais le nez en sang. Enfin, ouais, des trucs comme ça, après. C'est. Coup de pied dans le nez, nez en sang. Ouais, c'était pas cassé ou quoi, mais elle m'avait écorché le nez, l'arbitre avait même pas sifflé faute. Bref. Mais. Ouais, après, c'est. Les tirs au but, c'est. Ouais, c'est pas la loterie parce que faut bien tirer, etc. Mais ça se joue. Enfin, tu te dis, tu y étais presque, quoi. Et puis en plus, je crois on était devant à un moment donné. Je sais pas si on n'avait pas. Enfin, 1 ou 2 d'avance. Enfin, en gros, si on marquait. Mais. Ouais, quelqu'un dit au but de Wendy aussi annulé. Ouais, elle a un but refusé. On n'a pas trop. Ouais. Mais voilà. Donc, mais la Coupe du Monde, c'est très bien passé. On fait une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, mais tu valides pas avec quelque chose derrière. Donc voilà. Un petit mot sur les JO? Bah ouais, les JO. À la maison et tout. Ouais, à la maison. Bah moi, je l'ai vécu un peu différemment des autres filles, je pense, mais je me suis blessée en avril, donc j'avais l'objectif de faire les JO. Et là, c'était un peu la course contre la montre pour moi, pour être prête au mois de juin pour la préparation et juillet pour le début des JO. Mais voilà, ma motivation tous les jours, c'était de revenir au top pour pouvoir jouer. Après, ça s'est pas passé comme je voulais parce que physiquement, j'ai pas pu. J'ai eu une petite blessure musculaire pendant la prépa que j'ai pas compris que c'était ça. Enfin bref, j'ai joué avec des douleurs et au final, après, je reviens 15 jours avant les JO et c'était juste. Donc je me suis un peu battue avec ça toute la préparation, mais malgré tout. J'étais à fond et avec l'équipe et je me disais je vais être prête pour plus la compétition va avancer, plus je vais pouvoir aussi apporter quelque chose à l'équipe. Mais je pensais pas qu'on allait s'arrêter en quart de finale malheureusement. Mais sur le dernier match, je me sentais bien prête, etc. Mais voilà, ça l'a pas fait et en plus on perd contre pour moi moins fort que nous, mais c'est comme ça. C'est comment pour les prochaines échéances? Là c'est l'Euro, donc l'Euro en fin d'année et là il y a la Ligue des Nations, donc c'est un peu comme les garçons le calendrier, donc c'est un peu le fil rouge de la saison et après il y aura la préparation de l'Euro. En tant que joueuse, t'arrives à être motivée par cette Ligue des Nations? Ouais. En plus nous on a eu la chance de faire la demi-finale et la finale. On a été dans le Final Four et derrière tu te dis ça reste un titre, donc voilà, quand tu cours après un titre en équipe de France, tu te dis oui, on va pas non plus faire la fine bouche. Et puis ça reste des gros matchs, ça reste des bonnes équipes, des matchs internationaux. Et puis pour moi, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Donc quand tu y vas et que tu portes le maillot, tu veux te donner à fond et c'est donc Ligue des Nations ou pas, mais c'est une compétition. Donc motivé pour ça. C'est quoi tes prochains objectifs à titre individuel? C'est d'enchaîner les matchs, déjà de bien me sentir, d'être bien physiquement, d'être au top physiquement pour pouvoir jouer un maximum
de matchs. Et puis après, c'est de continuer à aller en équipe de France, de gagner des titres avec Lyon. Le record de sélection aussi, peut-être. Ouais, c'est vrai que je suis proche. Mais, symboliquement, t'en es vraiment pas très loin. Et c'est marrant parce que quand j'ai débuté, comme je te disais, la première sélection, tu veux y rester. Donc, t'es appelé une deuxième fois, troisième fois. J'aurais jamais pensé avoir ce nombre de sélections, même si au fond de moi, je voulais aller le plus loin possible. Mais tu sais pas, ta carrière, combien de temps elle va durer, si tu vas être appelé, comment tu vas être performante, etc. Donc ouais, je suis pas loin. Après, je peux pas dire que c'est pas un objectif parce que c'est vrai que quand t'es qu'à ça, je suis à 3 sélections, je crois, du record, donc c'est pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'abord d'être bonne sur le terrain, de gagner des matchs et ensuite d'être appelée et de gagner des matchs avec l'équipe de France. Et voilà, c'est ça ma motivation. Maintenant, c'est proche, donc ça a fait quelque chose, mais on verra. Et justement, un truc qui a été un petit peu, enfin qui m'avait marqué, c'est sur le chat, et je t'avais remonté une question, c'est quelqu'un qui parlait justement du fait que sa fille, justement jurée par toi, par Daniel, et que on évoquait le fait que maintenant vous puissiez être un petit peu des modèles pour justement les filles qui veulent peut-être jouer au football, s'inspirer, connaître de grandes joueuses, etc., etc. Si tu devais donner un conseil, là il y a plusieurs milliers de personnes qui nous écoutent, l'interview en replay, je suis à peu près sûr qu'il y aura aussi beaucoup de monde qui va la regarder. Si tu devais, voilà, en quelques mots, prends ton temps, donner peut-être un conseil. Si des filles veulent se lancer, pratiquer le football, avoir une carrière. Je vais en avoir 2. Mon premier conseil, c'est si tu aimes le foot et que tu veux y jouer, joue. Et s'il y a des parents qui nous écoutent, laissez votre fille jouer au foot. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que même si t'es pas la meilleure ou même si t'as pas un bon niveau, t'as le droit de jouer quand même. Et je disais souvent que moi, quand j'étais petite, il y avait des garçons, ils étaient nuls avec moi. Mais on leur disait pas, t'as pas le droit de jouer. Ils jouaient et on acceptait qu'ils jouent et qu'ils aient pas le même niveau que les autres, etc. Et une fille, fallait tout le temps qu'elle soit forte pour pouvoir jouer. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais bien que ça change. C'est que le foot, c'est avant tout un sport où c'est une passion. Il y a des niveaux. Tu peux jouer à un niveau inférieur, à un niveau supérieur en fonction de ton niveau, mais que tout le monde a le droit de jouer. Peu importe ton niveau. Et voilà. Et après, quand tu dis oui, moi je veux être un exemple et inspirer les jeunes filles, c'est pas pour dire, c'est pas par fierté, c'est pour me dire, même les garçons qui nous regardent, les petits garçons, ils ont des modèles féminins et ils peuvent soit s'en inspirer, mais ils peuvent aussi accepter plus facilement qu'une fille joue au foot en fait. Et si des garçons de ma génération avaient vu des filles à la télé jouer au foot, ils auraient pas dit c'est pas pour les filles. C'est vrai. En fait, c'est aussi culturel, il faut changer les mentalités, c'est comme ça que ça passe. Et voilà, que les filles soient acceptées complètement. Et parce qu'aujourd'hui, il y a encore des petites barrières, même si c'est beaucoup mieux, mais voilà, qu'une fille, elle se pose pas la question, elle veut faire du foot, du basket, n'importe quel sport. Comme un garçon, il pourrait faire n'importe quel sport. C'est intéressant parce que justement, toi, t'as une très longue carrière, donc du coup une grosse expérience sur ça. Et j'avais déjà vu passer des débats parmi des suiveurs, des journalistes, des choses comme ça, qui disaient que ça pourrait peut-être servir le football féminin d'avoir peut-être des cages peut-être un peu plus petites ou alors un terrain un petit peu plus petit pour prendre en compte le fait, sans aller dans la débilité sexiste ou quoi, mais qu'en moyenne, une fille va être peut-être un peu plus petite, etc. Toi qui as joué toute ta carrière sur ça, littéralement. Ouais. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Est-ce que tu penses que c'est pas pertinent? Je peux pas dire que c'est pas pertinent parce qu'on le voit dans d'autres sports, je crois, au volley où le filet il est un peu plus bas, au tennis où tu joues en 2-7 gagnants et les garçons 3-7 gagnants par exemple. Donc il y a des règles qui sont différentes, mais en même temps, moi j'ai connu que le foot comme ça. Et en termes aussi de facilité d'infrastructure, parce que t'as pas besoin de changer, tu changes rien du tout, tu joues dans le même stade. Je peux pas dire que la question elle se pose pas, mais en même temps, je me la suis pas trop posée et ça m'a pas posé de problème de jouer dans ces conditions. Et sur l'aspect pratique, tu penses que ça pourrait être pertinent ou alors je sais pas. Tu penses que c'est bien comme c'est? Je me suis pas trop posé la question. Ok. Donc moi j'aime bien commencer aujourd'hui. Je sais pas pour le futur, mais ça me ferait bizarre en fait. Ouais. Ça serait pas le même foot. Ouais. Toi qui as placé des ballons toute ta carrière des fois en lucarne, etc. C'est vrai que si c'est... Je pense que ces sports-là, c'était peut-être dès le début qu'ils ont changé les règles, entre guillemets. Je sais pas. Ok, très bien. Ouais, je vois quelqu'un qui dit au basket aussi, tout ça. Ouais, il donne pas mal d'exemples et tout. Intéressant. Très bien. Les amis, dans le chat, je vous laisse... Vous savez quoi? Vous êtes réactifs, je vous connais. Je vous laisse une petite minute. Si
Si vous avez des questions à remonter, etc., on se les fait comme ça rapide. On est un peu en fin d'émission. Donc, du coup, je sélectionne. Et puis, Eugénie, vu qu'on arrive un petit peu vers la fin, déjà, merci. Bah, merci à toi. Je suis très contente de faire l'émission. Comme je te l'ai dit, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai suivi aussi les podcasts. Donc, ça fait plaisir de venir ici avec toi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi. Je suis vraiment content de pouvoir parler de football féminin, tout ça. Et même si, comme je l'ai dit, c'est un sport que je suis peut-être un petit peu moins, j'essaye de m'y mettre également à mon échelle. Et il y a besoin de pousser un peu le truc. Ouais, c'est ça. Après, c'est cool. Des histoires de vie aussi. Hein. Moi, je regarde des podcasts de pas forcément des gens. Enfin, j'écoute des podcasts, pas forcément des gens que je connais, mais tu découvres des personnalités, des styles de vie, des vies aussi, et qui peuvent inspirer au-delà du sport. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas que en soi, parce que oui, j'en connais, ils vont dire foot féminin, mais c'est pas que ça. Et ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui veulent que leur petite fille fasse du foot, laissez-les faire du foot. Et oui. Et les petits garçons aussi. Hein. Moi, je suis très heureuse que les petits garçons viennent me voir pour que je leur signe des autographes. Et ça fait partie du jeu aussi. Et très heureux qu'ils nous suivent aussi. Il me cite ton but reposté par LeBron James. Ouais. Apparemment, t'as choqué aux US. Ah ouais, ça fait partie de mon histoire aux États-Unis. C'est que j'ai marqué, je pense, le plus beau but de ma carrière là-bas. Et en fait, un jour, je vois... C'est quoi, c'est un ciseau? Non, c'est un peu un slalom et une frappe enroulée, un beau but. Et en fait, je vois LeBron James qui remet dans sa story. Justin Bieber aussi. Je me dis, wow, c'est chaud. Rien que ça. Tu vois, ça fait bizarre, tu vois. Et je voyais les messages et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais. Ouais, c'est un autre level. Surtout là-bas, c'est des icônes. C'était un truc de fou. Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Mais ouais, c'est une belle anecdote quand même. Bah ouais, être reposté par LeBron James quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est assez fatos. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu te vois... Allez, forcément, lui, ça va être un fan lyonnais. Est-ce que tu dois finir ta carrière ici? Je sais pas. Peut-être pas. Aujourd'hui, je suis ici, je suis très heureuse d'être ici. La façon dont tu parles, j'ai l'impression que t'as encore des années devant toi. T'as pas envie d'arrêter, là, ça se voit. Non, j'ai pas envie d'arrêter. Après, on verra ce qui est... Mais aujourd'hui, je me projette pas trop... Je me projette pas sur 3 ans, 4 ans. Non, tu vis le truc. Ouais, je finis ma saison. Déjà, je veux bien me sentir cette année. Après, on verra. Et je me pose pas trop de questions pour l'instant. Et je veux voir comment la saison elle va se passer. Mais en tout cas, je suis très, très contente d'être ici et d'être à l'OL. On en a évoqué beaucoup. Pour terminer, je t'ai demandé justement les 5 joueuses qui t'ont le plus marqué. Je vais te demander les 3 moments qui t'ont le plus marqué dans ta carrière. Ça prend ton temps, pareil, tranquille, tu peux réfléchir. Tu peux même en sortir 5 si vraiment t'as de l'imagination débordante. Je vais dire ma première Ligue des Champions. Ok. Après, je vais sortir un moment qui a été important pour moi. Bon, pas forcément pour les gens, mais j'ai gagné la Coupe nationale. Je sais pas si tu connais ce que c'est. Non. C'est en fait, tu joues avec ton équipe de région. Donc, je joue avec l'équipe de Bretagne contre toutes les autres équipes, l'équipe du Nord-Pas-de-Calais, l'équipe Île-de-France, Rhône-Alpes, etc. T'as 16 ans et tu gagnes la Coupe nationale, t'es la meilleure équipe de France, quoi. Oh là donc, là. Les Bretons aiment tellement leur région, c'est un truc de ouf. Elle a gagné 8 LDC, elle me parle de la Coupe de Bretagne de quand elle avait 16 ans. Mais je respecte, hein, évidemment. Mais c'est beau, c'est beau. C'était un de mes premiers titres importants quand même, donc je dois le citer. Et puis pour moi, quand tu gagnes ça, je savais pas ce que j'allais faire derrière, donc pour moi c'est comme si j'avais gagné ma Coupe du Monde. Mais bien sûr, mais moi je trouve ça magnifique. Ouais. Je dis juste que vous aimez tellement votre région qu'il y a un titre en Mais je prends, on est fiers de notre région, ça c'est vrai. Évidemment. Mais on a de quoi être fiers, il y a pas de problème. Totalement. Et donc la Ligue des Champions et après le troisième, je vais dire la Coupe du Monde 2011 parce que c'était quand même un moment fort et d'aller en demi-finale. C'était ta première Coupe du Monde aussi. Ouais, première Coupe du Monde. Mais j'en ai plein, hein, c'est dur de choisir. Magnifique. Mais bon. Voilà pour les 3 moments. Ouais. Je remercie Eugénie, merci beaucoup. Merci à toi. D'être prêtée au jeu, d'avoir accepté tout ça et tout. J'espère que tu as passé un moment. Ouais, j'ai passé un bon moment et j'espère que les gens aussi et que toi aussi. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi et puis bonne continuation à toi. Ils sont très réactifs, ils ont kiffé. Regarde, je te montre un petit peu les messages, tu peux les lire et tout ça, tu peux le prendre, mais ils sont très contents et ils sont très réactifs, très nombreux. Merci Eugénie, merci à vous de suivre.
Et puis, pour ceux qui veulent vraiment suivre encore un peu plus, venez ici mercredi soir et puis vous verrez en live. Parce qu'on me dit souvent aussi, à la télé, c'est pas pareil que... Où il y en a plein qui ont des a priori aussi, qui n'ont jamais vu un match et qui parlent comme s'ils avaient vu. Mais venez d'abord voir et après, faites-vous votre avis. Venez voir. Comme je l'ai dit, OL AS Roma, le match retour, du coup, qui est là mercredi. Et puis après, la saison est longue. Il y aura plein d'échéances. N'hésitez pas à suivre. Et pour ça, je le rappelle, et je l'avais déjà dit un petit peu plus tôt, il y a les comptes OL féminin qu'on a partagés justement sur le chat Twitch et dans tout ce qui va être description, etc. Je les remercie fortement d'avoir accepté avec Eugénie, évidemment, de mettre en place cette émission, de l'accueil et de la facilité avec laquelle ça s'est fait. D'avoir mis le logo Zaccord Olive là-bas, les mecs. Il y a quand même un plomb assez énorme à l'avoir fait. Ça régale. Et je remercie également mon ami Olimas, qui est un très 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 grand suiveur de l'OL féminin, et à qui j'ai pu demander un petit peu 2-3 avis, 2-3 sujets, tout ça, et qui m'a répondu avec grand plaisir. Zaccord Olive, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore Eugénie, merci encore à tous, merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous arrivez en fin d'émission, comme d'habitude, le replay sera posté demain midi. Voilà, vous savez, soyez pas pressés, vous allez pouvoir avoir votre dose. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.